Des enfants chassent leurs parents sous la pluie. Mais le vieil homme cachait un héritage millionnaire. La nuit du 22 avril commença comme n'importe quelle autre dans la tranquille ville de San Rafael, mais se termina d'une manière que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Un couple de personnes âgées, Carmen, 72 ans, et Fernando, 75 ans, marchaient lentement dans les rues détrempées, traînant des valises usées tandis que la pluie tombait sur eux comme des larmes venues du ciel. Les mains de Carmen tremblaient violemment, non seulement à cause du froid qui pénétrait jusqu'aux os, mais pour quelque chose de bien plus dévastateur. La trahison des 4 enfants qu'elle et Fernando avaient aimés plus que leur propre vie. Ce que leurs enfants leur firent cette nuit-là fut si cruel, si inhumain, que lorsque la vérité éclata quelques semaines plus tard, toute la ville resta paralysée par le choc. Mais le destin, ce maître impitoyable que nous portons tous en nous, avait préparé une leçon que personne n'oublierait jamais. C'est une histoire entièrement vraie qui vous fera réfléchir sur la véritable valeur des parents et sur la manière dont des décisions erronées peuvent vous hanter pour toujours. Avant de commencer cette histoire qui va vous émouvoir profondément, n'oubliez pas de mettre un like et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous suivez. Vous nous suivez depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui valorisent le sacrifice de leurs parents, pour ceux qui comprennent la douleur de la trahison familiale et pour ceux qui croient au pouvoir du véritable amour et à l'importance d'honorer ceux qui nous ont donné la vie. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé cette nuit-là, car ce qui arriva ensuite changea la vie de cette famille pour toujours. Carmen Ruiz avait rencontré Fernando à peine âgé de 19 ans. Il travaillait comme menuisier dans un petit atelier du village et elle était couturière dans une usine textile. Ils se rencontrèrent lors d'une fête du village et Carmen se souvenait parfaitement de ce moment comme si c'était hier. Fernando portait une chemise blanche impeccablement repassée et avait le sourire le plus honnête que Carmen ait jamais vu. Il n'était pas beau au sens conventionnel du terme, mais ses yeux couleur café transmettaient une bonté si authentique que Carmen sentit qu'elle pouvait lui faire confiance dès le premier instant. Ils se marièrent un an plus tard lors d'une cérémonie humble, mais pleine d'amour. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. En fait, ils avaient à peine de quoi payer la robe simple de Carmen et les costumes prêtés de Fernando, mais ils avaient quelque chose de plus précieux. Ils avaient des rêves partagés, des illusions, un amour si pur que tous ceux qui les connaissaient pouvaient le ressentir. La nuit de noces, ils la passèrent dans une petite chambre louée que Fernando avait payée pendant des mois, travaillant des heures supplémentaires à l'atelier de menuiserie, fabriquant des meubles jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à ce que ses mains saignent à cause des échardes et de la fatigue. Carmen tomba enceinte 6 mois après le mariage et se souvenait parfaitement du jour où elle annonça la nouvelle à Fernando. Il travaillait dans son petit atelier, ponçant une table de salle à manger commandée lorsque Carmen arriva avec la nouvelle. Fernando laissa tomber ses outils, souleva Carmen dans ses bras, la tournant comme une plume, riant et pleurant en même temps. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés dans leur modeste lit, Fernando posa sa main sur le ventre de Carmen et parla à son bébé à naître. « Je te promets que tu ne manqueras jamais de rien », murmura-t-il à ce ventre qui commençait à peine à s'arrondir. « Je travaillerai jour et nuit si nécessaire, mais je te donnerai tout ce que je n'ai jamais eu. Tu auras une éducation, des opportunités, de l'amour et quand tu seras grand et que tu auras tes propres enfants, tu te souviendras que ton père a toujours été là pour toi. » Carmen pleura cette nuit-là, non pas de tristesse, mais d'un bonheur si pur qu'elle sentait son cœur sur le point d'exploser. Elle avait l'homme le plus merveilleux du monde et bientôt ils auraient un bébé. Que pouvait-elle demander de plus? Leur premier enfant naquit au printemps. Ils l'appelèrent Daniel et c'était un bébé magnifique, avec les yeux de son père et le nez délicat de sa mère. Fernando pleura lorsqu'il le vit pour la première fois, tenant ce petit être dans ses grandes mains de menuisier avec une délicatesse comme s'il tenait le cristal le plus fragile du monde. 2 ans plus tard arriva Monica, une fillette au caractère fort, capable de pleurer avec des poumons si puissants que Carmen jurait que toute la rue l'entendait. Ensuite vint Sébastien, le plus calme des 3, un enfant contemplatif qui, dès son plus jeune âge, préférait observer plutôt que participer. Et enfin, lorsque Carmen pensa que sa famille était complète, arriva la surprise. Gabriela, la Benjamine, née lorsque Carmen avait 35 ans et pensait ne plus avoir d'autres enfants. 4 enfants, 4 bouches à nourrir, 4 corps à habiller, 4 futurs à assurer. Fernando travaillait sans relâche. Son petit atelier de menuiserie commença à prospérer parce qu'il était exceptionnellement doué dans son métier. Ses meubles n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient des œuvres d'art. Chaque table, chaque chaise, chaque armoire portait un petit morceau de son âme. Les gens commencèrent à le rechercher spécifiquement, prêts à payer un peu plus, car ils savaient que les meubles de Fernando dureraient des générations. Mais Fernando n'augmenta jamais ses prix autant qu'il aurait pu le faire.
Je ne veux pas être riche, disait-il à Carmen lorsqu'elle lui suggérait de demander plus. Je veux seulement que mes enfants aient assez, qu'ils aillent dans de bonnes écoles, qu'ils mangent bien, qu'ils ne manquent pas de ce que j'ai manqué. Et il tint cette promesse. Fernando travaillait de 5 heures du matin à 10 heures du soir, 6 jours par semaine. Les dimanches étaient sacrés, dédiés à la famille. Mais le reste de la semaine, Fernando vivait pratiquement dans son atelier. Carmen travaillait aussi sans relâche. Pendant la journée, elle s'occupait des enfants, cuisinait, nettoyait le soir. Lorsque les enfants dormaient, elle s'asseyait à sa vieille machine à coudre et faisait des retouches pour les voisines, des rideaux pour les magasins locaux, des robes de fête pour les jeunes filles du village. Carmen se souvenait parfaitement des nuits où elle cousait jusqu'à 3 heures du matin, les doigts enflés de fatigue, les yeux brûlants, mais le sourire aux lèvres, car le lendemain elle pourrait acheter à Daniel les livres qu'il désirait pour l'école, payer les cours de piano de Monica qui la rendaient si heureuse, emmener Sébastien chez le médecin pour contrôler son asthme ou acheter à Gabriela les chaussures scolaires dont elle avait besoin. Les années passèrent vite, comme elles passent lorsqu'on est trop occupé à vivre pour les remarquer. Daniel grandit et devint un jeune homme intelligent et ambitieux. Dès son plus jeune âge, il avait montré une incroyable facilité avec les chiffres, un esprit mathématique que ses professeurs jugeaient exceptionnel. Lorsqu'il fut temps d'aller à l'université, Daniel souhaitait étudier le génie industriel dans la capitale, une université prestigieuse et très coûteuse. Carmen n'oublierait jamais le jour où Daniel arriva à la maison avec la nouvelle de son admission. Il était tellement excité, ses yeux brillaient d'une manière que Carmen n'avait jamais vue, mais sa joie s'évanouit rapidement lorsqu'il parla des coûts. Les frais de scolarité étaient astronomiques, les livres extrêmement chers, le logement dans la capitale impossiblement coûteux. Peu importe, mon fils, dit Fernando ce soir-là avec une détermination qui n'admettait aucune discussion. Tu iras à cette université. Ta mère et moi nous occuperons de tout. Et ils s'en occupèrent. Fernando contracta un prêt bancaire en hypothéquant son atelier comme garantie. Carmen vendit les seuls bijoux qu'elle possédait, un collier de père hérité de sa mère et une paire de boucles d'oreilles en or que Fernando lui avait offertes pour leur 10e anniversaire. Fernando commença également à travailler les dimanches, ce jour sacré qui avait toujours été dédié à la famille. Carmen prit des travaux de couture supplémentaires, parfois jusqu'à l'aube pour honorer les commandes. Pendant 5 ans, Carmen et Fernando vécurent dans une austérité extrême pour maintenir Daniel à l'université. Ils mangeaient le minimum, n'achetaient pas de vêtements neufs, n'allaient chez le médecin que si c'était absolument nécessaire. Chaque peso gagné allait directement pour Daniel, pour ses études, pour son futur. Et lorsque Daniel obtint enfin son diplôme avec mention, Fernando et Carmen pleurèrent de fierté lors de la cérémonie. Ils étaient arrivés en bus, 6 heures de trajet, avec des vêtements vieux mais propres, s'asseyant au fond de l'auditorium, mais le cœur débordant de fierté. Chaque sacrifice en valait la peine, dit Carmen à Fernando en voyant leur fils recevoir son diplôme. Regarde ce que nous avons accompli, mon amour. Notre fils est ingénieur. Fernando la serra fort dans ses bras, si fort qu'il en manqua presque de souffle. Ce n'est que le début, murmura-t-il à son oreille. Les 3 autres auront aussi leurs opportunités. Nous travaillerons 2 fois plus si nécessaire, mais tous nos enfants auront ce que nous n'avons jamais eu. Et ils tinrent cette promesse. Monica voulait devenir médecin, plus précisément pédiatre, car elle aimait les enfants d'une manière touchante. L'école de médecine était encore plus chère que l'université de Daniel, mais Carmen et Fernando ne vacillèrent jamais. Fernando agrandit son entreprise de menuiserie, embaucha 2 assistants et accepta des projets plus grands et plus complexes. Carmen commença à faire des robes de mariée sur commande, un travail demandant une compétence exceptionnelle et mieux rémunéré que les simples retouches qu'elle réalisait auparavant. Sébastien, l'enfant contemplatif, avait un talent extraordinaire pour l'art. Ses peintures étaient magnifiques, remplies d'émotions, au-delà des mots. Il voulait étudier les beaux-arts et bien que beaucoup lui aient dit qu'il ne pourrait jamais vivre de son art, Fernando et Carmen le soutinrent inconditionnellement. « Suis ta passion, lui dit Fernando. L'argent est important, mais le bonheur l'est plus. Et si la peinture te rend heureux, alors fais-le. » Gabriela, la cadette, montra de son jeune âge une passion pour l'architecture. Elle adorait concevoir des bâtiments, créer des espaces, imaginer comment les structures pouvaient changer la vie des gens. Son éducation fut également coûteuse, mais Carmen et Fernando avaient déjà l'expérience de rendre possible des sacrifices impossibles. Lorsque les 4 enfants terminèrent leurs études, Carmen et Fernando avaient respectivement 65 et 68 ans. Fernando n'était plus le jeune homme fort capable de travailler 18 heures par jour. Ses mains, celles mêmes qui avaient créé de magnifiques meubles pendant des décennies, tremblaient désormais à cause de l'arthrite. Son dos-épaule,
qui avait porté du bois lourd pendant 40 ans, lui causait maintenant une douleur constante qui parfois le paralysait pendant des jours. Carmen ressentait également le poids des années. Ses yeux, qui avaient cousu des millions de points, avaient maintenant besoin de lunettes épaisses et malgré cela, elle peinait à voir. Ses doigts, autrefois si agiles avec l'aiguille, étaient désormais déformés par l'arthrite rhumatoïde. Mais cela en valait la peine, n'est-ce pas? Ils avaient 4 enfants réussis. Daniel était un ingénieur prospère travaillant dans une entreprise multinationale. Monica était une pédiatre respectée avec sa propre clinique. Sébastien avait accompli l'impossible et vivait de son art, vendant des peintures à des collectionneurs et des galeries. Gabriela était architecte dans une firme prestigieuse, concevant des bâtiments commerciaux importants. Les 4 avaient atteint ce que Carmen et Fernando n'avaient jamais eu. Succès professionnel, stabilité économique, respect social, et tout cela grâce aux sacrifices interminables de leurs parents. Ou du moins, c'est ce que Carmen et Fernando croyaient. La réalité, comme ils allaient le découvrir de la manière la plus douloureuse possible, était très différente. Les visites des enfants commencèrent à s'espacer. Au début, c'était compréhensible. Ils avaient des emplois exigeants, leur propre famille, des responsabilités. Daniel s'était marié avec une femme nommée Lorena, une cadre en marketing venant d'une famille aisée. Ils eurent 2 enfants, Massia et Valentina. Des enfants magnifiques que Carmen et Fernando adoraient, mais qu'ils voyaient rarement. Lorena n'avait jamais été particulièrement chaleureuse avec Carmen et Fernando. Elle les regardait avec un mépris à peine dissimulé, comme si elle les considérait inférieurs en raison de leurs origines modestes. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur rendre visite si souvent », disait Lorena à Daniel quand il suggérait d'aller voir ses parents. « Ils vivent dans cette petite maison ancienne. Ça sent bizarre et, honnêtement, ça me gêne. En plus, tes parents essaient toujours de nous donner de la nourriture que nous ne pouvons clairement pas manger car elle est pleine de glucides et de graisse. Ils ne comprennent pas que nous devons faire attention à notre silhouette. » Daniel, qui avait été le fils le plus dévoué, commença à répéter les opinions de sa femme. Les visites, autrefois hebdomadaires, devinrent mensuelles, puis bimensuelles, puis occasionnelles. Lorsqu'il venait, Lorena passait tout son temps sur son téléphone, visiblement ennuyée, soupirant exagérément chaque fois que Carmen essayait de parler avec elle. Les enfants, Massia et Valentina, étaient tellement habitués aux jouets coûteux et à la technologie qu'ils ne savaient pas quoi faire dans la maison simple de leurs grands-parents. Monica s'était mariée avec Rodrigo, un avocat prospère. Il n'avait pas d'enfants car, selon Monica, sa carrière était trop importante pour être interrompue par la maternité. Monica avait beaucoup changé depuis qu'elle était devenue médecin. Elle n'était plus la jeune fille au caractère fort mais affectueux que Carmen se souvenait. C'était maintenant une femme sophistiquée conduisant une voiture allemande importée, vivant dans un penthouse dans le meilleur quartier de la ville et portant des vêtements de créateurs coûtant plus que ce que Carmen et Fernando gagnaient en une année. « Maman, pourquoi continuez-vous à vivre dans cette maison ?» demandait Monica à chaque visite, regardant autour d'elle avec une désapprobation évidente. « Elle est vieille, délabrée. Le quartier n'est plus ce qu'il était. Vous devriez déménager dans quelque chose de plus petit et moderne, un appartement pour personnes âgées ou quelque chose comme ça. » Carmen essayait de lui expliquer que cette maison était leur foyer, que chaque recoin gardait un précieux souvenir, qu'ils y avaient élevé leurs 4 enfants, qu'ils y avaient construit leur vie ensemble. Mais Monica ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre. Pour elle, la maison n'était qu'une vieille propriété sur un terrain précieux. Sébastien, l'artiste contemplatif, s'était marié avec Natalia, également artiste. Il n'avait pas d'enfants et vivait une vie bohème dans un appartement spacieux, rempli de peintures et de sculptures. Sébastien rendait visite un peu plus souvent que ses frères et sœurs, mais ses visites étaient toujours brèves et semblaient plus être un devoir qu'un véritable désir de passer du temps avec ses parents. Il était toujours distrait, pensant à sa prochaine exposition, sa prochaine vente, sa prochaine commande. « Papa, maman », disait Sébastien avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez comprendre que ma carrière artistique requiert toute mon attention. C'est un monde compétitif. Je ne peux pas me distraire sinon je prendrai du retard, mais je pense à vous. Je pense toujours à vous. » Carmen se demandait comment elle pouvait penser à eux quand ils passaient des mois sans appeler, lorsque ces brèves visites duraient moins d'1 heure, quand ils ne demandaient jamais comment ils allaient vraiment, comment ils se sentaient, s'ils avaient besoin de quelque chose. Gabriela, la Benjamine, avait toujours été la plus douce des 4, mais elle aussi changea après son succès professionnel. Elle épousa un architecte encore plus prospère qu'elle, un homme nommé Eduardo venant d'une famille de haute lignée. Eduardo n'avait jamais caché son mépris pour les origines modestes de sa femme. Il tolérait Carmen et Fernando avec à peine de la politesse, les considérant clairement comme une tâche dans sa vie parfaite de haute classe.
Gabriela, tes parents appellent encore, lui disait Eduardo avec irritation évidente. Peux-tu leur dire que nous sommes occupés? Nous avons ce dîner avec des investisseurs et nous n'avons pas de temps pour leur drame. Et Gabriela, la douce Gabriela, qui avait été autrefois l'enfant la plus affectueuse du monde, commença à inventer des excuses. Elle était occupée avec un projet important, avait une réunion qu'elle ne pouvait pas annuler, voyager pour le travail. Il y avait toujours quelque chose de plus important que de rendre visite à ses parents. Carmen remarqua le changement en premier. Elle était mère et les mères ressentent ces choses dans leurs os. Elle remarqua comment les appels téléphoniques devenaient de plus en plus courts, comment ses enfants semblaient toujours pressés de raccrocher. Elle remarqua comment les visites s'espaçaient de plus en plus. Elle remarqua comment ses enfants ne demandaient plus comment ils allaient, comment ils se sentaient, s'ils avaient besoin de quelque chose. Fernando lui dit un soir, alors qu'il était couché dans leur vieux lit, « As-tu remarqué que les enfants viennent presque plus nous voir ?» Fernando soupira profondément. Bien sûr qu'elle l'avait remarqué. Il avait également remarqué comment ses enfants regardaient leur maison avec honte, comment leur gendre et belle-fille les traitaient avec une condescendance à peine dissimulée, comment leurs petits-enfants étaient élevés pour maintenir une distance émotionnelle avec leurs grands-parents pauvres. Ils ont leur propre vie. Carmen, répondit Fernando, bien que sa voix manquât de conviction. Ce sont des adultes réussis avec d'importantes responsabilités. Il est normal qu'ils soient occupés. Non, dit Carmen d'une voix brisée. C'est différent. J'ai aussi eu des parents et même si j'étais occupé à élever nos enfants et à travailler, je trouvais toujours du temps pour eux. Je les ai toujours visités, je les ai toujours appelés, j'ai toujours été attentive. Ceci est de l'abandon. Fernando, nos enfants nous abandonnent lentement. Fernando serra Carmen dans ses bras pendant qu'elle plairait silencieusement. Lui aussi ressentait la douleur. Mais que pouvait-il faire? Ils avaient tout donné pour leurs enfants. Ils avaient sacrifié leur jeunesse, leur santé, leurs propres rêves. Et pourquoi? Pour être oubliés. Les choses empirèrent lorsque Fernando eut un léger AVC. C'était un dimanche matin. Il prenait tranquillement son petit déjeuner lorsque soudain il sentit un engourdissement du côté gauche de son corps. Carmen le vit et sut immédiatement que quelque chose n'allait terriblement pas. Elle appela l'ambulance et l'accompagna à l'hôpital, lui tenant la main tout le chemin, lui murmurant que tout irait bien qu'elle-même fût terrifiée. Les médecins dirent qu'il avait eu un léger AVC ischémique. Fernando survivrait, mais aurait besoin de kinésithérapie et de médicaments coûteux pour le reste de sa vie. Ils dirent aussi qu'il était à haut risque d'avoir un autre AVC, potentiellement fatal. Carmen appela ses 4 enfants depuis l'hôpital, sa voix tremblante en leur expliquant ce qui s'était passé. Elle espérait qu'ils viendraient en courant, qu'ils laisseraient tout pour être auprès de leur père à ce moment critique. Daniel arriva 2 jours plus tard, invoquant des réunions de travail qu'il ne pouvait absolument pas annuler. Il resta à l'hôpital pendant 30 minutes, demanda brièvement des nouvelles de son père, puis dit qu'il devait partir car Lorena l'attendait pour un dîner important avec des clients. « Mais papa a besoin de soutien maintenant », dit Carmen, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Il a failli mourir. Daniel, tu ne peux pas rester un peu plus. »« Maman, j'ai des responsabilités », répondit Daniel avec une froideur qui glaça le sang de Carmen. « Papa va bien maintenant. Les médecins disent qu'il va se rétablir. Je ne peux pas négliger mon travail pour ça. J'ai une famille à entretenir, des factures à payer. » Carmen voulut lui crier que Fernando aussi avait des responsabilités, qu'il avait lui aussi une famille à entretenir, des factures à payer, mais qu'il n'avait jamais laissé cela l'empêcher d'être là pour ses enfants quand ils avaient besoin de lui. Elle voulut lui rappeler toutes les fois où Fernando avait travaillé des doubles chiffres pour payer son université, toutes les nuits où il dormait seulement 4 heures pour terminer un projet de menuiserie qui leur rapporterait assez pour le semestre suivant de Daniel. Mais elle resta silencieuse car la douleur dans sa gorge était trop grande pour parler. Monica arriva le même jour que Daniel. Elle venait élégamment habillée, talons résonnant sur le sol de l'hôpital, mallette de designer à la main. Elle examina les dossiers médicaux de son père avec une efficacité clinique qui aurait été admirable si elle avait été accompagnée d'une quelconque émotion. Mais Monica fit tout avec la même expression qu'elle devait probablement avoir avec ses patients. Professionnelle, distante, complètement dépourvue de la connexion émotionnelle qu'une fille devrait avoir avec son père malade. « Le traitement est adéquat », déclara Monica après avoir tout vérifié. « Les médecins font ce qu'il faut. Papa va se rétablir, bien qu'il gardera probablement certaines limitations physiques. Assure-toi qu'il prenne ses médicaments à temps, maman, et qu'il aille à toutes ses séances de kinésithérapie. »« Monica, » dit Carmen, sa voix à peine un murmure, « tu peux rester avec nous quelques jours? Ton père a besoin de soutien émotionnel, pas seulement médical.
Il a besoin de sentir sa famille près de lui. Monica regarda sa montre de designer, un geste que Carmen en venait à détester. « Je ne peux pas, maman. J'ai des opérations prévues toute la semaine. Mes patients ont besoin de moi. »« Ton père a aussi besoin de toi, » répondit Carmen, sentant les larmes commencer à monter dans ses yeux. « Maman, comprends, » dit Monica avec un soupir exaspéré, comme si Carmen était une enfant stupide qui ne comprenait pas l'évidence. « Je suis médecin. J'ai des responsabilités envers des dizaines de familles. Je ne peux pas négliger tous ces enfants malades juste parce que papa a eu un léger AVC. De plus, tu es là pour t'en occuper. Pour ça, il y a les épouses. » Et sur ces mots, Monica partit, ses talons résonnant dans le couloir de l'hôpital, laissant Carmen là, debout, se sentant complètement invisible, complètement sans valeur. Sébastien ne vint même pas à l'hôpital. Il appela par téléphone, sa voix distante, presque distraite. « Maman, j'aimerais vraiment venir, mais je suis en plein préparatif pour ma prochaine exposition et c'est super stressant. En plus, papa va bien, non? Enfin, les médecins savent ce qu'ils font. Passe-lui mes meilleures pensées et dis-lui que je l'appellerai bientôt. » Carmen raccrocha sans rien dire de plus. Que pouvait-elle dire? Son fils, l'artiste sensible qui pleurait autrefois à la moindre injustice, l'enfant si empathique qui ne pouvait voir les autres souffrir, considérait maintenant qu'une exposition valait plus que d'être auprès de son père après un AVC. Gabriela non plus ne vint pas. Elle envoya des fleurs chères à l'hôpital, des roses importées qui coûtaient probablement une fortune, avec une carte disant « Prompt rétablissement. Papa, nous t'aimons beaucoup. Nous regrettons de ne pas pouvoir être là, mais nous sommes en plein projet crucial. » Carmen regarda ses fleurs et sentit quelque chose se briser en elle. Sa fille avait probablement dépensé 200 $ en fleurs, mais n'avait pas pu prendre un seul jour pour rendre visite à son père. Que s'était-il passé avec ses enfants? À quel moment l'argent, le succès, le statut social était-il devenu plus important que la famille? Fernando passa une semaine à l'hôpital. Carmen ne quitta pas son côté un seul instant. Elle dormit sur une chaise inconfortable près de son lit, mangea la nourriture horrible de l'hôpital, refusa de partir même lorsque les infirmières la suppliaient de rentrer se reposer. Pendant cette semaine, ses 4 enfants appelèrent 1 ou 2 fois chacun. Conversation brève où ils demandaient comment allait papa puis inventaient des excuses pour raccrocher rapidement. Lorsque Fernando fut enfin autorisé à sortir, Carmen dut le ramener à la maison en taxi, car aucun de ses enfants n'était disponible pour les conduire. Daniel était en réunion importante, Monica en chirurgie, Sébastien occupé à installer son exposition, Gabriela a présenté un projet crucial à un client. Le trajet en taxi se fit dans le silence. Carmen tenait la main de Fernando, sentant son léger tremblement dû à l'effet de l'AVC. Fernando regardait par la fenêtre, les yeux humides, et Carmen savait qu'il pensait la même chose qu'elle. Leurs enfants les avaient abandonnés. Les mois suivants furent difficiles. Fernando avait besoin de kinésithérapie 3 fois par semaine, chaque séance coûtant 70 $, à peine abordable. Ses médicaments mensuels coûtaient 400 $. Carmen commença également à avoir des problèmes de santé. Son arthrite empirait chaque jour. Certains jours, elle ne pouvait pas ouvrir ses mains sans crier de douleur. Elle développa aussi de l'hypertension, probablement à cause du stress de s'occuper de Fernando et de l'argent. Carmen appela ses enfants pour demander un peu d'aide, juste assez pour couvrir les médicaments et les thérapies, mais la réponse la brisa. « Maman, » dit Daniel d'un ton visiblement agacé, « nous sommes adultes maintenant. Nous ne pouvons plus dépendre de vous ni vous dépendre. Chacun doit gérer ses propres problèmes. Lorena et moi avons des dépenses énormes. Les enfants vont dans des écoles privées très chères. Nous avons 2 voitures à entretenir, une hypothèque à payer. Nous ne pouvons pas subventionner vos frais médicaux. » Carmen resta muette. Son propre fils considérait qu'aider ses parents malades était les subventionner. Monica fut plus directe. « Maman, vous auriez dû économiser pour votre vieillesse. Je vous ai dit il y a des années de vendre cette vieille maison et d'en acheter une plus petite pour avoir de l'argent de côté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous ne pouvez pas venir nous demander de régler vos problèmes financiers. J'ai ma propre vie, ma propre carrière. J'ai déjà fait assez quand vous m'avez élevé. C'était votre décision. Votre responsabilité. » Carmen raccrocha, incapable de respirer. Monica venait de dire que l'éducation de ses enfants était uniquement sa responsabilité, comme si les enfants n'avaient aucune obligation morale envers leurs parents âgés. Sébastien fut évasif. « Maman, tu sais que le monde de l'art est instable. Certains mois, je gagne bien, d'autres à peine de quoi survivre. Je ne peux pas m'engager à vous aider régulièrement. De plus, papa a une assurance médicale gouvernementale.
Ça devrait couvrir ses besoins de base. L'assurance gouvernementale couvrait très peu, comme Sébastien aurait ceci s'était donné la peine de demander ou de se renseigner. Gabriela fut celle qui fit le plus mal. La Benjamine, l'enfant qui avait promis de construire une belle maison pour ses parents afin qu'ils vivent comme des rois. « Maman, je dois être honnête avec toi », dit Gabriela d'une voix préparée, comme si elle avait répété son discours. « Eduardo et moi avons parlé, nous pensons que vous devriez envisager de vendre la maison. Elle est trop grande pour 2 personnes âgées. L'entretien doit être un cauchemar et le quartier n'est plus ce qu'il était. Vous pourriez vendre, diviser l'argent entre les 4 enfants comme héritage anticipé et vous pourriez déménager dans une résidence pour personnes âgées ou un petit appartement plus facile à gérer. » Carmen se sentit giflée. Gabriela disait de vendre la maison où ils avaient élevé tous leurs enfants pour leur donner de l'argent comme héritage anticipé. « Ne le vois pas comme ça, maman, » répondit Gabriela, le ton devenant défensif. « Pense-le comme un investissement intelligent pour ton futur. Avec ta part, tu pourrais couvrir tes frais médicaux sans problème. C'est une solution qui profite à tout le monde. »« Profite à tout le monde, sauf à ton père et moi, » dit Carmen, sentant une colère qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Cette maison est notre foyer. Gabriela, c'est ici que nous vivons, ici sont nos souvenirs. Nous ne la vendrons pas pour vous donner de l'argent. »« Tu es égoïste, maman, » répliqua Gabriela froidement. « Quand tu mourras, la maison sera de toute façon à nous. Ne vaudrait-il pas mieux la vendre maintenant, pendant que nous pouvons tous en bénéficier, y compris toi ?» Carmen raccrocha sans répondre. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le combiné. Elle s'assit sur le vieux canapé où elle avait passé tant de nuits à allaiter ses bébés, à consoler ses enfants lors de cauchemars, à attendre que ses adolescents reviennent de leur premier rendez-vous. Et elle pleura. Elle pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des décennies, des sanglots secouant tout son corps, une douleur si profonde qu'elle avait l'impression qu'on la déchirait en 2. Fernando sortit lentement de la chambre avec sa canne. L'AVC avait affaibli son côté gauche et il marchait maintenant avec difficulté. Il s'assit près de Carmen et la serra dans ses bras, bien qu'ils sachent tous 2 qu'aucun mot ne pouvait consoler la douleur qu'ils ressentaient. « Nous nous sommes trompés », murmura Fernando, la voix brisée par l'émotion. « Nous pensions qu'en leur donnant tout, en nous sacrifiant pour eux, en les élevant pour qu'ils réussissent, nous les préparions à la vie. Mais la seule chose que nous avons faite, c'est élever 4 étrangers égoïstes qui ne pensent qu'à l'argent. » Carmen ne répondit pas. Fernando avait raison. D'une certaine manière, à un moment donné, ils avaient échoué en tant que parents. Pas en amour, car ils avaient donné tout leur amour, pas en opportunité, car ils s'étaient sacrifiés jusqu'à l'épuisement pour leur offrir tout ce qu'ils pouvaient. Peut-être avaient-ils échoué à leur enseigner la gratitude, la loyauté, ce que signifie réellement être une famille. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Les 4 enfants commencèrent à appeler plus fréquemment, mais pas pour demander comment allaient leurs parents. Ils appelaient pour les presser de vendre la maison. Ils s'étaient concertés, avaient fait des calculs, engagé un expert sans l'autorisation de Carmen et Fernando. La maison, située dans un quartier devenu très prisé au fil des ans, valait environ $1,200,000. « Pensez-y, » disait Daniela à Carmen à chaque appel. « Vous pourriez garder 300 000 pour vous et partager les 900 000 restants entre nous 4. Ça fait 225 000 chacun. Avec 300 000, vous pourriez vivre confortablement le reste de vos vies, payer vos médicaments, même voyager un peu. » Mais Carmen et Fernando voulaient voyager. Ils voulaient rester dans leur maison, mourir dans leur maison, celle qu'ils avaient achetée il y a 45 ans, quand leurs 4 enfants étaient petits. Chaque recoin gardait un souvenir. Le cadre de la porte de la cuisine où ils avaient marqué la taille des enfants chaque année, le jardin où Fernando avait construit une balançoire, la chambre où Carmen avait cousu 1000 robes pendant que ses enfants dormaient, la salle à manger où ils avaient célébré chaque anniversaire, chaque Noël, chaque petit succès de leurs enfants. « Non !» dit Fernando fermement lorsque les 4 enfants se présentèrent ensemble un après-midi pour parler sérieusement de la maison. « Cette maison n'est pas à vendre. Tant que je suis vivant, tant que ta mère est vivante, cette maison est notre foyer. Et quand nous mourrons, alors vous pourrez en faire ce que vous voulez, mais pas avant. » L'expression sur le visage de ces 4 enfants passa de l'incrédulité à une rage à peine contenue. « Papa, tu es ridicule, » dit Monica d'une voix dure. « Vous êtes des personnes âgées avec des problèmes de santé, sans revenus suffisants. C'est irresponsable de vous accrocher à une propriété si précieuse alors que vous pourriez la vendre et vivre confortablement. »« Nous vivons déjà confortablement, » répondit Carmen. « Nous n'avons pas besoin de luxe, juste de notre foyer. »« Et nous ?» demanda Sébastien, la voix montant. « Les parents ne sont-ils pas censés laisser quelque chose à leurs enfants? Vous vous accrochez égoïstement à une maison qui sera de toute façon à nous quand vous mourrez. Pourquoi ne pas nous la donner maintenant?
quand nous en avons vraiment besoin. Carmen regarda son fils, ce fils qui avait été autrefois si sensible, si empathique et vit un complet étranger. « Vous en avez besoin ?» demanda Carmen d'une voix calme qu'elle ne ressentait pas. « Sébastien, tu vis dans un appartement de 200 mètres carrés. Monica, tu conduis une voiture qui coûte plus que ce que ton père a gagné toute sa vie. Daniel, tes enfants vont dans des écoles privées où les frais mensuels dépassent ce que nous dépensons en nourriture en un an. Gabriela, tu vis dans un manoir avec 6 chambres. Aucun de vous n'a besoin de cet argent. Vous le voulez? C'est différent. Nous le méritons, dit Gabriela, sa voix froide comme la glace. Après tout ce que nous avons accompli, après avoir fait quelque chose de nos vies, malgré nos origines modestes, nous méritons cet argent. Les mots de Gabriela résonnèrent dans le silence qui suivit comme une sentence de mort. Carmen sentit quelque chose mourir en elle à ce moment-là. Pas de douleur, pas de rage, mais quelque chose de plus dévastateur. La mort de l'illusion. L'illusion que ces enfants étaient de bonnes personnes. L'illusion que l'amour qu'elle et Fernando leur avaient donné avait créé des adultes avec des valeurs. L'illusion que la famille signifiait quelque chose. « Partez », dit Fernando d'une voix que Carmen ne lui avait jamais entendue. Une voix dure, définitive, pleine d'autorité qui n'admettait aucune discussion. « Partez de ma maison, tous les 4, maintenant. » Les enfants se regardèrent, clairement surpris par cette réaction. « Papa » commença Daniel, mais Fernando l'interrompit. « J'ai dit de partir. J'en ai assez entendu. Vous êtes venu dans ma maison, celle que j'ai achetée à la sueur de mon front, la maison où je vous ai élevé, et vous avez l'audace de me dire que je devrais la vendre pour que vous puissiez avoir plus d'argent. De l'argent dont vous n'avez pas besoin, que vous voulez juste. Alors partez et ne revenez pas tant que vous ne pourrez pas nous traiter avec le respect que nous méritons. » Daniel devint rouge de colère. « Très bien, mais souviens-toi de ceci. Papa, quand tu seras vieux et sénile, quand tu auras besoin que quelqu'un te change les couches et te nourrisse, ne viens pas nous demander de l'aide. Parce que si tu ne veux pas nous aider maintenant, nous ne t'aiderons pas non plus à ce moment-là. »« Je suis déjà vieux, » répondit Fernando avec une profonde tristesse dans la voix. « Et j'ai déjà besoin d'aide. Et aucun de vous n'est là. Alors ta menace arrive trop tard. » Les 4 enfants quittèrent la maison ce jour-là, et pendant les semaines suivantes, il n'y eut aucun contact. Carmen espérait, peut-être, que ses enfants réfléchiraient sur leur comportement, qu'ils réaliseraient combien ils avaient été cruels. Mais elle se trompait. Ce que leurs enfants firent ensuite dépassa tout ce que Carmen aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Tout commença par des appels téléphoniques harcelants. Les 4 enfants se relayaient pour appeler à toute heure du jour et de la nuit, pressant, manipulant, menaçant. Lorsque Carmen et Fernando cessèrent de répondre, ils commencèrent à se présenter sans prévenir. Ils sonnaient à 6 heures du matin, arrivaient à 11 heures du soir, interrompaient les repas, les siestes, les rares moments de paix de Carmen et Fernando. « Signez juste les papiers », disait Monica à chaque apparition. « C'est simple, rapide et nous pourrons tous continuer nos vies. »« Vous êtes incroyablement égoïste », ajoutait Daniel. « Pensez à vos petits-enfants. Massia a besoin d'orthodontie qui coûte des milliers de dollars. Valentina veut aller dans un camp d'été en Europe. Allez-vous vraiment leur refuser ces opportunités par simple entêtement ?» Carmen voulait crier qu'elle et Fernando avaient payé pour tous les besoins de leurs enfants sans rien recevoir en retour, qu'ils avaient travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner ce qu'eux-mêmes n'avaient jamais eu, qu'ils avaient sacrifié tout, absolument tout. Et maintenant, leurs enfants ne pouvaient même pas payer l'orthodontie de leurs propres enfants sans vendre la maison de leurs parents. La pression était constante, implacable, épuisante. Carmen commença à perdre du poids à cause du stress. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir. Chaque fois qu'elle entendait une voiture s'arrêter devant la maison, son cœur s'emballait de panique, pensant que ce seraient ses enfants, revenant pour les harceler à nouveau. Fernando souffrait également. Sa tension artérielle, jusque-là relativement contrôlée après l'AVC, commença à monter dangereusement. Le médecin leur avait averti que le stress pouvait provoquer un autre AVC, cette fois potentiellement fatal. Puis, une nuit d'avril, l'impensable se produisit. Vers 20 heures, les 4 enfants arrivèrent ensemble. Carmen et Fernando dînaient tranquillement, tentant de profiter d'un moment de paix. À l'entendre sonner, ils se regardèrent avec un mélange de fatigue et de peur. « N'ouvrons pas », murmura Carmen. « Peut-être qu'ils partiront sinon personne pour ouvrir. » Mais les 4 enfants ne partirent pas. Daniel sortit une clé qu'il aurait dû rendre des années auparavant, mais qu'il avait apparemment gardée. Il ouvrit la porte sans permission et tous entrèrent. « Nous devons parler », dit Daniel, d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Nous avons déjà assez parlé », répondit Fernando en se levant difficilement.
Je vous ai demandé de ne plus revenir tant que vous ne pouviez pas nous traiter avec respect. Le respect va dans les deux sens. Papa, dit Monica froidement. Et vous ne nous respectez pas, ni nos besoins. Ce qui suivit fut l'une des disputes les plus horribles que Carmen ait jamais vues. Les 4 enfants pressèrent leurs parents de façon de plus en plus agressive. Ils les traitèrent d'égoïstes, d'obstinés. Ils disaient qu'ils ruinaient la vie de leurs propres petits-enfants. Ils disaient que la maison était trop grande pour eux, qu'ils ne pouvaient plus l'entretenir correctement, que le jardin était négligé, que la peinture s'écaillait. « Regarde-toi, papa, dit Sébastien avec cruauté. Tu peux à peine marcher. Comment vas-tu maintenir cette maison? Comment monter les escaliers quand tu seras encore plus vieux? Vous êtes irrationnel. Cette maison n'a qu'un seul étage, répondit Fernando d'une voix tremblante. Il n'y a pas d'escalier à monter. Mais Sébastien ignora la logique, car cela n'avait jamais été une question de logique. C'était toujours une question d'argent. Toujours. La discussion monta en intensité jusqu'à ce que, d'un timing qui semblait planifié, les 4 enfants livrent un ultimatum. « Vous avez 2 semaines, dit Daniel d'une voix dure. 2 semaines pour signer les papiers de vente. Nous avons déjà un acheteur prêt à payer le prix complet. Si vous ne signez pas dans 2 semaines, nous prendrons des mesures légales. » « Mesures légales ?» demanda Carmen, incrédule. « Vous allez nous poursuivre ?»« Nous chercherons à vous faire déclarer incompétent, » expliqua Monica froidement. « Papa a eu un AVC. Il présente des troubles cognitifs évidents. Un juge pourrait décider qu'il n'est plus capable de prendre des décisions financières importantes et nommer l'un de nous comme tuteur légal, et alors nous vendrions la maison de toute façon. »« Mon père n'a aucun problème cognitif, » cria Carmen hystériquement. « Il est parfaitement lucide. C'est monstrueux. Monica, comment peux-tu penser à faire une chose pareille? 2 semaines, répéta Daniel, ignorant les larmes qui coulaient sur le visage de sa mère. Réfléchissez bien, car si vous ne coopérez pas, je vous promets que nous ferons cela de force. Et quand nous aurons fini, non seulement vous aurez perdu la maison, mais vous aurez aussi dépensé une fortune en avocat. Mieux vaut accepter maintenant tant que vous pouvez encore garder quelque chose. Et sur ces mots, les 4 enfants quittèrent la maison, laissant Carmen et Fernando complètement dévastés. Cette nuit-là, aucun des deux ne parvint à dormir. Carmen pleurait doucement tandis que Fernando la serrait, lui-même luttant pour contenir ses propres larmes. Comment en était-il arrivé là? Comment les bébés qu'ils avaient portés, les enfants qu'ils avaient élevés avec tant d'amour, étaient-ils devenus ces monstres avides? Que va-t-on faire? Demanda Carmen entre sanglots. Nous ne pouvons pas laisser qu'ils nous prennent notre maison. Nous ne pouvons pas. Fernando, ils ne le feront pas. Fernando répondit avec une détermination fragile mais claire. Je ne les laisserai pas faire. Cette maison est la nôtre et nous y resterons jusqu'au dernier jour. Mais ils savaient tous deux que de belles paroles ne valaient rien face à la cruauté de leurs enfants et au pouvoir du système légal qu'ils menaçaient d'utiliser contre eux. Les jours suivants furent une agonie. Carmen et Fernando consultèrent un avocat, dépensant l'argent qu'ils avaient à peine pour obtenir des conseils juridiques. L'avocat leur expliqua que techniquement, leurs enfants n'avaient aucune base pour prouver l'incompétence, mais que le processus légal lui-même serait long, stressant et coûteux. Il leur recommanda de rédiger un testament très clair, précisant leur volonté et peut-être même de vendre la maison à eux-mêmes et de déménager dans un lieu plus petit pour retrouver la paix. « Mais je ne veux pas déménager, » dit Carmen au avocat, désespéré. « C'est ma maison, ici je veux mourir. » L'avocat soupira avec empathie. « Madame, je vois ce genre de cas tout le temps. Des enfants qui n'attendent que la mort de leurs parents pour hériter. C'est triste, mais c'est la réalité. Mon conseil, protégez votre tranquillité d'esprit. L'argent va et vient, mais la paix intérieure n'a pas de prix. » Carmen et Fernando quittèrent le cabinet de l'avocat, se sentant encore plus défaits. Leur seule option semblait être de céder aux demandes de leurs enfants égoïstes. Puis arriva la soirée du 22 avril, le jour qui allait tout changer. Les 4 enfants arrivèrent exactement à 19 heures. Ils étaient préparés avec des documents légaux, des stylos coûteux et des expressions déterminées. « Le temps est écoulé », annonça Daniel sans même saluer. « Soit vous signez maintenant, soit demain nous entamons le processus légal. » Fernando et Carmen se regardèrent. À cet instant, sans un mot, ils comprirent la même chose. Ils n'allaient pas signer, ils n'allaient pas céder, ils ne laisseraient pas leurs enfants leur voler ce qui leur restait. « Non, » dit Fernando d'une voix claire et forte, « nous ne signerons pas. Cette maison est la nôtre et nous y resterons. Si vous voulez nous poursuivre, faites-le, mais nous ne vous faciliterons pas les choses. » L'expression sur les visages des 4 enfants passa de l'attente à la pure rage. « Vous savez quoi ?» dit Monica avec une voix venimeuse.
Assez. Si vous voulez être aussi obstiné, débrouillez-vous seul. N'attendez jamais aucune aide de notre part. Cette nuit-là, quelque chose se produisit que personne d'entre eux n'avait prévu. Vers 2 heures du matin, Carmen se réveilla avec une odeur étrange. Il lui fallut un instant pour l'identifier, mais lorsqu'elle le fit, la panique la submergea complètement. « Du feu? Fernando !» cria-t-elle en secouant son mari. « Il y a du feu. La maison brûle. » Ils se levèrent aussi vite que leur corps vieillissant le permettait. La fumée venait de la cuisine et, en arrivant, ils virent des flammes sortir d'un des placards. Carmen se précipita vers le téléphone pour appeler les pompiers, tandis que Fernando tentait d'éteindre le feu avec un vieil extincteur à peine fonctionnel. Les pompiers arrivèrent en 15 minutes, mais les dégâts étaient déjà faits. La cuisine était détruite. La fumée avait endommagé une grande partie du salon et les pompiers déclarèrent que la maison n'était pas habitable dans cet état. Elle nécessitait des réparations importantes, coûtant au moins $50 000. $50 000 que Carmen et Fernando n'avaient pas. Le chef des pompiers leur expliqua que l'incendie avait été causé par un court-circuit dans le vieux câblage de la cuisine. C'était un accident, mais un accident qui laissait Carmen et Fernando sans toit cette nuit-là. « Avez-vous de la famille qui pourrait vous accueillir pendant les réparations ?» demanda le chef des pompiers, visiblement inquiet. Carmen et Fernando se regardèrent. Techniquement, ils avaient 4 enfants, mais après ce qui venait de se passer, après que leurs propres enfants les avaient rejetés, pouvaient-ils vraiment leur demander de l'aide ? « Nous allons essayer de les appeler », dit Carmen sans conviction. Les pompiers partirent après s'être assurés que la structure de la maison était sûre et qu'il n'y avait plus de risque d'incendie. Carmen et Fernando restèrent dans leur jardin à 4 heures du matin, regardant leur maison endommagée, ne sachant que faire. Carmen appela Daniel. Le téléphone sonna encore et encore jusqu'à aller sur la messagerie vocale. Elle appela Monica. Même chose. Sébastien ne répondit pas. Gabriela non plus. Elle essaya d'envoyer des messages expliquant l'urgence, que la maison brûlait, qu'ils avaient besoin d'un endroit où rester, ne serait-ce qu'une nuit. Rien. Silence absolu des 4. Enfin, à 5 heures du matin, il commença à pleuvoir. Pas une pluie douce, mais un orage torrentiel, comme si le ciel lui-même pleurait la tragédie de Carmen et Fernando. « Nous ne pouvons pas rester ici sous la pluie, » dit Fernando, toussant à cause de la fumée qu'il avait inhalée. « Nous allons tomber malades. Où allons-nous » demanda Carmen, submergée par le désespoir. « Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel. Nos enfants ne répondent pas. Nous n'avons personne. Fernando. Personne dans le monde entier. » Fernando serra Carmen dans ses bras sous la pluie. Tous deux tremblaient, tous deux pleuraient. « Essayons encore une fois avec les enfants, » dit Fernando. « Ils ne peuvent pas être si cruels pour nous laisser dehors sous la pluie. » Mais Carmen connaissait la vérité. Ses enfants pouvaient être ainsi de cruels, et ils allaient le prouver. Ils prirent un taxi avec les derniers $100 que Fernando avait dans son portefeuille. Ils demandèrent au chauffeur de les emmener chez Daniel. Le conducteur, un homme d'environ 60 ans, regarda le couple trompé avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il. « Il s'est passé quelque chose ?»« Il y a eu un incendie chez nous », expliqua Carmen d'une voix tremblante. « Nous allons rester chez notre fils quelques jours. » Le conducteur hocha la tête, mais Carmen vit l'inquiétude dans ses yeux à travers le rétroviseur. Ils arrivèrent chez Daniel à 5h30. Une maison immense dans un quartier huppé, avec un jardin parfaitement entretenu et 2 voitures de luxe devant. Carmen et Fernando marchèrent jusqu'à la porte, trempés, toussant, grelottant de froid. Fernando sonna, attendit, sonna de nouveau. Enfin, après plusieurs minutes, Daniel ouvrit la porte en peignoir, son expression passant de l'ennui au choc en voyant ses parents. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. « Il y a eu un incendie », expliqua rapidement Fernando. « La maison, la cuisine a brûlé. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons juste besoin d'un endroit pour quelques jours, le temps de remettre de l'ordre. » Daniel regarda ses parents trompés, vit leur visage désespéré et pendant un instant, Carmen pensa voir de la compassion dans les yeux de son fils aîné. Mais ce qu'elle vit fut bien pire, du calcul. « Un incendie ?» dit Daniel lentement. « Comme c'est pratique, répéta Carmen sans comprendre. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. « Je veux dire qu'il est très pratique qu'un incendie se produise juste après que nous vous avons dit que vous ne vendriez pas la maison, répondit Daniel froidement. Maintenant, vous aurez besoin d'argent pour les réparations, n'est-ce pas? De l'argent que vous n'avez pas, donc vous devrez vendre de toute façon. » Carmen ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Daniel, c'était un accident, un court-circuit. Les pompiers l'ont confirmé. Ce n'est pas de notre faute. »
Vous ne pouvez pas rester ici, interrompit Daniel. Lorena ne le permettrait pas. Elle a des standards très élevés pour sa maison, vous comprenez. Mais nous sommes vos parents, dit Fernando, la voix brisée. Fils, s'il te plaît, juste pour une nuit. Nous sommes trompés. Je suis malade. Ta mère grelotte. S'il te plaît. Daniel regarda par-dessus son épaule comme pour vérifier que Lorena n'écoutait pas, puis se tourna vers eux et dit d'une voix totalement dépourvue d'émotion. Désolé, mais non. Si vous voulez de l'aide, vendez la maison. C'est la seule façon dont nous vous aiderons. Et il referma la porte. Carmen et Fernando restèrent là, sous la pluie torrentielle, regardant cette porte fermée. Le taxi qui les avait amenés était déjà parti. Ils n'avaient pas d'argent pour un autre. Ils n'avaient nulle part où aller. « Essayons Monica », dit Fernando, bien que sa voix ait perdu tout espoir. Ils marchèrent 40 minutes sous la pluie pour atteindre la maison de Monica. Chaque pas était une torture. Les jambes de Fernando répondaient à peine, affaiblies par l'AVC et maintenant par l'épuisement et le froid. Carmen toussait sans cesse, les poumons irrités par la fumée. Arrivés devant le luxueux immeuble avec sécurité à l'entrée, ils ne purent même pas entrer. Le gardien les arrêta. « Où allez-vous » demanda-t-il avec méfiance, voyant leur aspect trompé et négligé. « Nous venons voir notre fille Monica Ruiz », expliqua Carmen. « Elle vit dans le Penthouse. » Le gardien fit un appel. Après une minute, il raccrocha en secouant la tête. « Docteur Ruiz dit qu'elle n'attend personne et que vous ne pouvez pas monter. »« S'il vous plaît, » supplia Carmen, « dites-lui que c'est une urgence, qu'il y a eu un incendie chez nous. Laissez-nous au moins parler avec elle. » Le gardien fit un autre appel, plus long cette fois. Enfin, il raccrocha avec une expression gênée. « La docteure dit que s'il s'agit vraiment d'une urgence, vous devrez aller dans un refuge. Elle ne peut pas vous aider. Elle a des chirurgies tôt demain et doit se reposer. » Carmen eut l'impression que quelqu'un lui arrachait le cœur de la poitrine. Monica, sa fille, la petite qu'elle avait allaitée, qu'elle avait soignée lors de ses crises d'asthme, qu'elle avait soutenue pendant sa grossesse adolescente, la rejetait maintenant, la renvoyait vers un refuge. Pas de réponse. Juste le bruit de la pluie et le gardien les regardant avec un mélange de pitié et de gêne. Prochaine étape, la maison de Sébastien. Mais Sébastien n'ouvrit même pas la porte. Il cria de l'intérieur qu'il parte, qu'il le laisse tranquille, qu'il avait déjà dit qu'il ne voulait pas s'impliquer dans leur drame. Enfin, ils arrivèrent chez Gabriela, leur Benjamin, leur petite fille. Lorsqu'ils y arrivèrent, Carmen et Fernando pouvaient à peine marcher. Trempés, grelottants, toussant sans cesse. Fernando avait de la fièvre. Carmen pouvait sentir la chaleur émanant de sa peau. Gabriela ouvrit la porte mais ne les laissa pas entrer. Elle resta sur le seuil, bloquant l'entrée de son corps. « Maman, papa » dit-elle d'une voix tendue. « Eduardo dit que vous ne pouvez pas rester ici. Si je vous laisse entrer, il partira et je ne peux pas risquer mon mariage à cause de ça. »« Pour ça ?» répéta Carmen, incrédule. « Gabriela, nous sommes tes parents. Il y a eu un incendie. Nous n'avons nulle part où aller. Et tu appelles ça ?»« Je suis désolé, » dit Gabriela, les yeux secs. Pas de larmes, pas de vrai remords, mais leur décision était prise lorsqu'ils avaient refusé de vendre la maison. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences de vouloir rester dans votre propre maison, dit Fernando d'une voix si faible qu'elle n'était qu'un murmure. Vous devez partir, dit Gabriela, regardant nerveusement à l'intérieur de la maison. Eduardo va se réveiller et s'il vous voit ici, il y aura des problèmes. Et elle referma la porte. Carmen et Fernando restèrent là, sous la pluie qui continuait de tomber sans relâche. Il était 8 heures du matin. Ils avaient passé 3 heures à marcher de maison en maison, rejetés par chacun de leurs 4 enfants. « Nous n'avons personne », murmura Carmen, la voix complètement brisée. « Mon Dieu, Fernando, nous n'avons personne dans le monde entier. » Fernando serra Carmen dans ses bras, tous deux tremblant violemment sous la pluie. « Je suis désolé », murmura Fernando en commençant à pleurer. « Je suis tellement désolé. Mon amour, je t'ai échoué. Je t'avais promis de toujours te protéger, de toujours prendre soin de toi. Et maintenant, regarde, nous sommes dans la rue, trempés, malades, sans personne pour nous aider. Je t'ai échoué. »« Tu ne m'as pas échoué, » sanglota Carmen. « Nous n'avons pas échoué. Ce sont eux. Nos enfants nous ont échoués. » Ils restèrent là, enlacés, pleurant sous la pluie. Carmen sentit tout devenir flou, sa conscience vacillant. Elle savait qu'elle était en état de choc, probablement aussi en hypothermie. Finalement, Fernando prit la main de Carmen. « Nous devons bouger, dit-il. Si nous restons ici, nous allons mourir. » Ils marchèrent sans but dans les rues de la ville.
La pluie avait un peu diminué, mais tombait encore sans cesse. Les passants les croisaient, au chaud dans leur voiture, sans même jeter un regard aux deux vieillards trompés avec leurs vieilles valises. Personne ne s'arrêta. Personne ne demanda s'ils avaient besoin d'aide. Carmen pensa à toutes les fois où elle avait aidé les autres, cousu des vêtements gratuitement pour des familles dans le besoin, donné de la nourriture à des voisins en difficulté, gardé les enfants d'autrui sans rien demander. Et maintenant, quand elle avait besoin d'aide, il n'y avait personne. Finalement, ils trouvèrent refuge sous l'auvent d'un magasin fermé. Ils s'assirent sur le sol froid, blottis l'un contre l'autre, essayant de se réchauffer. Fernando avait cessé de parler. Ses yeux étaient fermés et sa respiration superficielle. « Fernando !» murmura Carmen, le secouant doucement. « Fernando, s'il te plaît, ne t'endors pas. Tu dois rester éveillé. » Mais Fernando ne répondit pas. Carmen pouvait sentir Fernando trembler violemment, son corps luttant contre l'hypothermie. Elle commença à prier, avec plus de ferveur qu'elle n'en avait jamais eu dans toute sa vie. Elle pria pour que quelqu'un, n'importe qui, les voie et leur offre de l'aide. Elle pria pour que ses enfants reconsidèrent leur attitude et viennent les chercher. Elle pria pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar duquel elle se réveillerait bientôt. C'est alors qu'une voiture s'arrêta devant eux. Un élégant Mercedes noir, clairement la voiture de quelqu'un d'important. Carmen ne leva même pas les yeux, trop épuisée, trop abattue. La portière s'ouvrit et quelqu'un descendit. Carmen entendit des pas approcher et leva enfin les yeux. C'était un homme d'environ 55 ans, élégamment vêtu d'un costume coûteux et d'un manteau en laine. Il tenait un grand parapluie qui le protégeait de la pluie. L'homme s'avança et s'agenouilla devant Carmen et Fernando. Ses yeux exprimaient une inquiétude véritable que Carmen n'avait pas vue depuis longtemps. « Madame, monsieur, dit-il d'une voix douce, ça va? Avez-vous besoin d'aide ?» Carmen regarda cet inconnu et quelque chose en elle se brisa. Elle éclata en sanglots, secouée de tout son corps. « S'il vous plaît, parvint-elle à dire entre ses sanglots, mon mari est très malade, il a besoin d'un médecin. Aidez-nous, je vous en prie. » L'homme ne tarda pas une seconde. Il sortit immédiatement son téléphone et appela une ambulance. Puis, avec une gentillesse extraordinaire, il aida Fernando à se relever. « Nous allons l'emmener à l'hôpital tout de suite, » dit-il avec détermination. « Ma voiture est ici, nous ne pouvons pas attendre l'ambulance. » Avec l'aide de son chauffeur, l'homme aida Fernando à monter dans la voiture. Carmen le suivit, toujours en larmes, incapable de croire que quelqu'un leur offrait enfin de l'aide. Pendant le trajet vers l'hôpital, l'homme posa des questions. Carmen, entre des sanglots entrecoupés, lui raconta tout, l'incendie, les portes fermées, les 4 enfants qui les avaient rejetés, les heures passées à marcher sous la pluie. L'expression de l'homme devint de plus en plus grave, de plus en plus indignée. « Vos propres enfants ont fait ça ?» demanda-t-il, incrédule. « Ils vous ont laissé dehors sous la pluie ?» Carmen ne put que hocher la tête. Les mots ne sortaient pas. Ils arrivèrent à l'hôpital et l'homme insista pour prendre en charge tous les frais médicaux. Fernando fut admis immédiatement. Les médecins expliquèrent qu'il avait développé une pneumonie, que sa tension artérielle était dangereusement élevée et qu'il avait subi un nouvel AVC mineur. S'il avait passé encore 1 heure sous la pluie, il serait probablement mort. Carmen fut également examinée. Elle présentait une hypothermie légère, une bronchite aiguë et sa tension artérielle était également très élevée. On lui donna des vêtements secs et des couvertures chaudes et on la laissa rester dans la chambre avec Fernando. L'homme qui les avait sauvés, qui se présenta enfin comme Marcos Valenzuela, un homme d'affaires prospère de la ville, resta avec eux pendant des heures. Il ne partit pas avant de s'assurer que tous deux étaient stabilisés. Avant de partir, Marcos donna à Carmen sa carte personnelle. « Reposez-vous, dit-il gentiment. Demain, je viendrai vous rendre visite et nous parlerons de la manière dont nous pouvons vous aider de façon plus permanente. Mais pour l'instant, concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. »« Pourquoi ?» demanda Carmen, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi nous aidez-vous alors que vous ne nous connaissez même pas ?» Marcos sourit tristement. « Il y a 5 ans, j'ai perdu ma mère, expliqua-t-il. Elle est morte seule dans une maison de retraite parce que j'étais trop occupé à construire mon empire pour aller la voir. Chaque jour, je le regrette. Chaque jour, j'aurais voulu pouvoir revenir en arrière et passer plus de temps avec elle. Quand je vous ai vu sous la pluie, vous m'avez rappelé ma mère et j'ai senti que c'était une seconde chance, une opportunité de faire ce qui est juste. » Marcos fit une pause, essuyant discrètement une larme. « Et quand j'ai entendu votre histoire, quand vous m'avez parlé de vos enfants, j'ai ressenti une colère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parce que vos enfants commettent la même erreur que moi, mais pire, bien pire.
Et si je peux empêcher qu'ils le regrettent toute leur vie, alors c'est ce que je ferai. Cette nuit-là, Carmen dormit pour la première fois depuis plusieurs jours. Ce ne fut ni un sommeil profond ni paisible, rempli de cauchemars et de sursauts, mais au moins elle était au chaud, au sec, et Fernando était vivant à ses côtés, respirant avec de l'oxygène, mais vivant. Le lendemain, Marcos revint comme promis, accompagné d'un avocat. « J'ai réfléchi à votre situation, » dit Marcos sans détour, « et j'ai une proposition. » Pendant l'heure suivante, Marcos expliqua son plan. Il payerait les réparations de la maison de Carmen et Fernando, prendrait en charge tous leurs frais médicaux et leur fournirait une allocation mensuelle pour vivre confortablement. Ce n'était pas de la charité, expliqua-t-il, mais un investissement dans la justice. Mais il y avait plus. Marcos voulait envoyer un message aux enfants de Carmen et Fernando et avait les moyens et les contacts pour le faire. « Avec votre permission, » dit Marcos en regardant sérieusement Carmen et Fernando, « je voudrais enquêter sur la situation financière de vos enfants et rendre leur histoire publique. Pas pour la vengeance, mais pour la justice, afin que d'autres familles voient ce qui peut arriver quand le succès et l'argent corrompent les valeurs fondamentales. » Carmen et Fernando se regardèrent. Une partie d'eux aimait encore leurs enfants et espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais une autre partie, celle qui avait marché pendant des heures sous la pluie, rejetait encore et encore, voulait la justice. « Faites ce que vous devez faire, » dit Fernando d'une voix faible mais ferme. « Nos enfants nous ont abandonnés. Il est temps qu'ils affrontent les conséquences de leurs actes. » Ce que Marcos découvrit laissa tout le monde sous le choc, y compris Carmen et Fernando. Daniel, l'aîné, ne possédait pas seulement une entreprise prospère. Il en avait 3 et était plusieurs fois millionnaire, vivant dans un luxe obscène pendant que ses parents peinaient à payer leurs médicaments. Monica, la médecin, gagnait plus de 30 000 $ par mois rien qu'avec sa clinique, sans compter ses autres revenus de conférences et publications. Son pantouse avait coûté 1,2 million. Elle possédait 2 voitures de luxe et dépensait en vêtements en un mois plus que ses parents en nourriture en un an. Sébastien, l'artiste en difficulté, voyait ses tableaux vendus pour des sommes exorbitantes. Une de ses œuvres avait été récemment vendue pour 500 000 $. Son modeste appartement valait plus d'1 million et il avait plus d'argent à la banque que ses parents n'en avaient jamais gagné de toute leur vie. Et Gabriela, l'architecte, était associée dans une firme gérant des projets de plusieurs millions. Sa maison, la villa où elle avait fermé la porte au nez de ses parents, valait 2,5 millions. Elle et son mari vivaient dans un luxe absolu. Aucun d'eux n'avait besoin de l'argent provenant de la vente de la maison de leurs parents. Ils le voulaient par pure avidité. Mais il y avait plus. Marcos découvrit quelque chose que Carmen et Fernando ignoraient. Lorsque Fernando avait créé son entreprise de menuiserie des décennies plus tôt, il avait été plus prospère qu'il ne l'avait jamais réalisé. La propriété où se trouvait son atelier, qu'il avait vendu à 65 ans pour à peine 200 000 $ pour assurer sa retraite, valait maintenant 5 millions en raison du développement de la zone. Fernando, sans expérience immobilière et désireux de sécuriser sa retraite, avait accepté l'offre, mais le promoteur l'avait gravement arnaqué. Marcos engagea des détectives privés qui découvrirent que le promoteur qui avait acheté la propriété de Fernando avait des liens avec Eduardo, le mari de Gabriela. Eduardo avait su la vraie valeur de la propriété, avait aidé son contact à escroquer Fernando et avait probablement reçu une commission pour cela. Quand Marcos montra ces informations à Carmen et Fernando, ils furent anéantis. Non seulement leurs enfants les avaient abandonnés, mais le gendre de l'une d'elles avait activement participé à les escroquer il y a des années. « Gabriela le sait ?» demanda Carmen, la voix tremblante. « Difficile à dire avec certitude », répondit Marcos. « Mais je soupçonne que oui, ou du moins qu'elle devait se douter de quelque chose en voyant combien son mari avait gagné cette année. » Fernando éclata en sanglots, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps affaibli. « J'ai travaillé 40 ans dans cet atelier, » dit-il entre ses sanglots. 40 ans à construire des meubles, à bâtir une entreprise. Et ils m'ont volé. Ma propre famille m'a volé. Carmen le serra dans ses bras, elle-même en larmes. Pendant tout ce temps, il pensait avoir pris leur retraite avec un modeste matelas financier suffisant, sans se rendre compte qu'ils avaient été escroqués de millions. Mais il y a encore plus, dit Marcos, une étrange expression sur le visage. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Marcos expliqua qu'il avait engagé un expert pour évaluer les meubles que Fernando avait réalisés au cours de sa carrière. Beaucoup existaient encore dans des maisons de la région. Les meubles de Fernando étaient extraordinaires. Non seulement ils étaient très bien faits, mais ils avaient un style unique qui les rendait très précieux pour les collectionneurs. L'expert expliqua que Fernando avait été un maître artisan sans savoir à quel point il était réellement talentueux. « Monsieur Fernando, dit Marcos en souriant, vos meubles sont désormais considérés comme des pièces de collection. »
Des gens paieraient des fortunes pour posséder un original de Fernando Ruiz. Si nous retrouvons tous les meubles qu'il a faits et que nous les authentifions, leur valeur totale dépasse 5 millions de dollars. Fernando regarda Marcos, incrédule. C'est impossible. Je ne faisais que des meubles, des tables, des chaises, des armoires, rien de spécial, murmura-t-il. Ils sont spéciaux, insista Marcos, et ils valent une fortune. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces meubles ont été vendus ou offerts il y a des années. Les retrouver tous serait difficile, voire impossible. Cependant, Marcos avait une autre idée. J'ai parlé à plusieurs collectionneurs et galeries, expliqua-t-il. Ils sont tous intéressés par votre travail. Si vous pouviez en réaliser quelques pièces supplémentaires, même avec votre santé actuelle, même si ce sont des pièces plus petites, elles se vendraient chacune plusieurs dizaines de milliers de dollars. Carmen et Fernando pouvaient à peine croire ce qu'ils entendaient. Pendant toutes ces années, ils avaient vécu en pensant être pauvres, avoir échoué financièrement, ne rien laisser à leurs enfants à part une maison modeste. Et voilà que le travail de Fernando valait des millions. Mais il y a encore quelque chose que vous devez savoir, dit Marcos, son expression devenant sérieuse. J'ai trouvé quelque chose dans mes recherches qui va tout changer. Marcos sortit un dossier rempli de documents, registres financiers, actes de propriété, contrats. Lorsque vous avez vendu votre atelier il y a 10 ans, expliqua Marcos, le contrat incluait une clause que personne n'avait remarquée, une clause stipulant que si la propriété changeait de catégorie pour devenir une zone commerciale à haute valeur dans les 15 ans suivant la vente, vous auriez droit à un pourcentage supplémentaire de la valeur. Fernando regarda les documents, confus. Je n'ai jamais lu ça. Le promoteur a dit que c'était un contrat standard. C'était standard, confirma Marcos, mais il incluait cette protection pour le vendeur. La propriété a changé de catégorie il y a 3 ans, ce qui signifie que vous avez légalement droit à 1,5 million de dollars supplémentaires. Le silence dans la chambre d'hôpital était absolu. 1,5 million, répéta Carmen d'une voix tremblante. Exactement, confirma Marcos. Et j'ai consulté mes avocats. Le dossier est solide. Vous pouvez poursuivre le promoteur et vous gagnerez. Ce n'est qu'une question de temps. Fernando ferma les yeux, essayant de digérer toute cette information. Pendant des mois, il s'était inquiété pour l'argent, stressé de ne pas pouvoir payer ses médicaments, se sentant en échec parce qu'il ne pouvait pas assurer une vieillesse confortable à sa femme. Et voilà qu'il avait droit à plus d'1,5 million de dollars. Pourquoi m'aidez-vous avec ça? Demanda Fernando à Marcos. Vous avez déjà fait plus qu'assez en nous sauvant cette nuit-là. Marcos sourit tristement. Quand je vois votre situation, je vois celle de ma mère. Elle aussi a travaillé toute sa vie, sacrifié tout pour ses enfants. Et quand elle est morte, elle avait plus d'argent que je ne le savais, économisé secrètement pendant des années, refusant les luxes de base pour laisser quelque chose à ses enfants. Et je ne l'ai su qu'après sa mort, parce que j'étais trop occupé pour lui rendre visite, pour parler avec elle de sa vie. Marcos fit une pause, les yeux humides. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait à ma mère, mais je peux m'assurer que vous ne finirez pas comme elle, seul et sans reconnaissance, et je peux m'assurer que vos enfants apprennent une leçon que j'ai apprise trop tard. Pendant les semaines suivantes, alors que Fernando se rétablissait à l'hôpital et que Carmen restait à ses côtés, Marcos mit son plan en action. D'abord, il engagea les meilleurs avocats pour poursuivre le promoteur ayant acheté l'atelier de Fernando. La plainte incluait non seulement le 1,5 million dû pour la clause de changement de catégorie, mais aussi des dommages supplémentaires pour avoir délibérément caché des informations. Ensuite, Marcos utilisa ses contacts dans les médias pour rendre publique l'histoire de Carmen et Fernando. Un journaliste d'investigation réalisa un reportage complet. Des parents âgés abandonnés par leurs enfants millionnaires après avoir tout sacrifié pour eux. L'histoire devint virale. Des milliers de personnes la partagèrent sur les réseaux sociaux, exprimant leur indignation et leur soutien à Carmen et Fernando. Les commentaires regorgeaient d'histoires similaires. Parents abandonnés, enfants ingrats, familles brisées par la cupidité. Mais Marcos ne s'arrêta pas là. Grâce à ses contacts dans le monde des affaires, il commença à diffuser des informations sur Daniel, Monica, Sébastien et Gabriela dans ses cercles professionnels. Daniel perdit rapidement des clients respectables qui ne voulaient pas s'associer à quelqu'un ayant abandonné ses parents malades sous la pluie. Sa réputation dans la communauté des affaires s'effondra. Monica fit face à une enquête éthique de l'ordre des médecins. Plusieurs parents retirèrent leurs enfants de sa clinique, affirmant ne pas faire confiance à une doctoresse ayant traité ainsi ses propres parents. Sébastien vit des galeries annuler ses expositions. Le monde de l'art, bien que souvent superficiel, valorisait certaines apparences d'humanité et de compassion. Un artiste abandonnant ses parents âgés ne correspondait pas à cette image. Gabriela subit les pires conséquences.
Son cabinet d'architecture, construit autour de valeurs familiales et de projets pour famille, fut forcé de la renvoyer lorsque la presse commença à poser des questions embarrassantes sur le fait qu'une architecte concevant des maisons pour famille ait laissé ses propres parents sans toit. De plus, la connexion de son mari Eduardo à l'escroquerie de l'atelier fut révélée. Eduardo fit face à des accusations criminelles pour fraude. Sa licence professionnelle fut suspendue et Gabriela, en quelques semaines, se retrouva confrontée non seulement à la perte de sa carrière, mais aussi à la fin de son mariage, Eduardo la tenant responsable de tout. Les 4 frères et sœurs tentèrent de contacter leurs parents après que tout cela fut rendu public. Ils appelèrent des dizaines de fois, envoyèrent des messages, apparurent à l'hôpital pour exiger de voir leurs parents, mais Marcos avait engagé une sécurité privée. À chaque tentative, il fut rejeté. Daniel réussit finalement à envoyer une lettre à Carmen, tentant d'expliquer ses actions, justifier ses décisions et blâmer Lorena pour certaines d'entre elles. La lettre se terminait par une supplique. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas que les choses iraient si loin. Laisse-moi arranger les choses. » Carmen lut la lettre et pleura. Une partie d'elle, celle qui serait toujours mère, voulait pardonner, voulait croire que ses enfants étaient vraiment repentis. Mais une partie plus sage, forgée par la douleur, savait la vérité. Ils ne sont pas désolés pour ce qu'ils ont fait, dit Carmen à Fernando en tenant la lettre. Ils sont désolés pour les conséquences. C'est différent. Fernando hocha faiblement la tête depuis son lit d'hôpital. Carmen réfléchit longuement. Puis, les mains tremblantes, elle écrivit une réponse qui serait remise par les avocats de Marcos. « Chers enfants, pendant 50 ans, votre père et moi vous avons tout donné, non seulement des biens matériels, mais notre temps, notre énergie, notre santé, notre vie entière. Nous avons travaillé jusqu'à l'épuisement pour que vous ayez des opportunités que nous n'avons jamais eues. Nous avons sacrifié nos propres rêves pour que vous puissiez poursuivre les vôtres. Et lorsque nous avons eu besoin de votre aide, au moment le plus sombre de nos vies, chacun d'entre vous nous a fermé la porte au nez. Vous nous avez littéralement laissé marcher sous la pluie torrentielle, malades, effrayés, sans aucun endroit où aller. Maintenant, vous venez avec des excuses. Vous voulez réparer les choses, mais pas parce que vous le ressentez vraiment. Vous le faites parce que vous faites face à des conséquences sociales et professionnelles. Vous le faites parce que votre réputation est ruinée. Le véritable repentir s'accompagne d'un changement réel de comportement. Le vrai repentir signifie assumer ses responsabilités sans excuse, sans rejeter la faute sur autrui. Aucun de vous n'a démontré ce type de repentir. Daniel, dans ta lettre tu blâmes Lorena, mais c'est toi qui as pris les décisions. Tu as fermé la porte. Monica, tu as dit être sous un stress professionnel important, mais des milliers de médecins gèrent le stress sans abandonner leurs parents. Sébastien, ton message disait que tu ne comprenais pas la gravité de la situation, comme s'il y avait une ambiguïté à laisser ses parents âgés sous la pluie. Gabriela, ta lettre fut la plus douloureuse. Tu disais qu'Eduardo t'avait manipulé, que tu voulais vraiment nous aider, mais que tu ne pouvais pas risquer ton mariage. Mais un mariage qui t'oblige à abandonner tes parents malades n'est pas le mariage qui mérite d'être sauvé. Et maintenant qu'Eduardo fait face à des accusations criminelles et t'a quitté, tu veux soudain revenir vers nous. Comme plan B, ça ne fonctionnera pas. Votre père et moi avons pris une décision. Nous ne vous renions pas en tant qu'enfants, car cela nierait 50 ans de notre vie. Mais nous ne prétendrons pas être une famille heureuse. À partir de maintenant, notre relation sera strictement formelle et légale. À notre mort, vous hériterez selon la loi. Mais tant que nous vivrons, je ne veux pas de votre présence dans nos vies. Je ne veux pas de vos excuses vides. Je ne veux pas de vos faux repentirs. Je veux seulement que vous réfléchissiez au type de personne que vous êtes devenu, que vous vous regardiez dans le miroir et vous demandiez comment vous avez pu faire preuve d'une telle cruauté envers ceux qui vous ont donné la vie, si un jour vous avez vos propres enfants, que vous les traitiez mieux que vous ne nous avez traités. Car la douleur d'être trahi par ses propres enfants est une douleur que je ne souhaite à personne, pas même à vous. Avec tristesse, mais en paix avec ma décision, votre mère. La lettre provoqua un choc à sa remise. Les 4 enfants avaient espéré que leurs parents céderaient, qu'ils les pardonneraient, que les choses reviendraient à une sorte de normalité. Cette lettre clarifiait que cela n'arriverait pas. Monica tenta une dernière fois. Elle se présenta à l'hôpital, des larmes vraies ou simulées coulant sur son visage, suppliant de voir sa mère. Le garde de sécurité lui donna le même message répété à de multiples reprises. « Ma mère ne veut pas vous voir, mais c'est ma mère ?» cria Monica désespérée. « J'ai le droit de la voir. »« Votre mère a le droit de décider qui la visite, » répondit calmement le garde, « et elle a décidé que vous n'êtes pas la bienvenue. » Monica s'effondra dans le couloir, pleurant hystériquement. Certaines infirmières la regardaient avec pitié, d'autres avec dégoût, connaissant l'histoire de ses actions.
Finalement, la sécurité de l'hôpital dut l'escorter hors du bâtiment. Pendant ce temps, la plainte contre le promoteur progressait rapidement. Les avocats de Marcos étaient exceptionnels et le dossier solide. Le promoteur, face à une défaite certaine et à une publicité négative, accepta un règlement. Fernando recevrait 2 millions de dollars, plus le million et demi dû pour la clause, plus des dommages supplémentaires et des intérêts accumulés pendant 10 ans. Lorsque Marcos annonça la nouvelle à Fernando et Carmen à l'hôpital, ils restèrent silencieux un long moment. 2 millions, répéta finalement Fernando, comme si les mots n'avaient aucun sens. Toute notre vie, nous avons cru être pauvres, avoir échoué financièrement. Et voilà que tout avait de la valeur, conclut Marcos avec un sourire. Le travail de Fernando a toujours eu de la valeur. Sa propriété a toujours eu de la valeur. Simplement, les gens ont profité de son humilité et de son ignorance. Carmen commença à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas des larmes de tristesse, mais un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. « Que allons-nous faire de tout cet argent ?» demanda Marcos. Il sourit. « C'est la meilleure partie. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voyager, vivre confortablement pour le reste de vos vies sans jamais vous soucier de l'argent. Vous pouvez donner à des causes qui vous tiennent à cœur. C'est votre argent, votre choix. » Pendant les semaines suivantes, alors que Fernando continuait de se rétablir, Carmen et lui eurent de nombreuses conversations sur la façon de gérer leur nouvelle situation financière. Ils décidèrent de conserver leur maison. Marcos supervisa personnellement les réparations après l'incendie, s'assurant que tout soit parfait. Non seulement ils réparèrent les dégâts, mais ils modernisèrent toute la maison, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, nouveau système électrique, nouvelle peinture. La maison que Carmen et Fernando aimaient était désormais meilleure que jamais. Mais ils décidèrent de faire quelque chose de plus. Avec l'aide de Marcos, ils créèrent une fondation, la Fondation Ruiz pour les parents abandonnés. Cette fondation offrirait un soutien légal, financier et émotionnel aux personnes âgées abandonnées ou maltraitées par leurs propres enfants. Personne ne devrait passer par ce que nous avons vécu, déclara Carmen lors de la conférence de presse annonçant la fondation. Aucun parent ne devrait avoir à choisir entre son foyer et apaiser des enfants cupides. Aucun senior ne devrait marcher sous la pluie sans aucun endroit où aller. La fondation devint un succès immédiat. Des centaines de personnes les contactèrent, partageant des histoires similaires d'abus familiaux, d'enfants motivés uniquement par l'héritage, d'abandon durant leurs années les plus vulnérables. Carmen et Fernando firent également quelque chose de spécial pour Jorge, le chauffeur de taxi qui les avait conduits chez Daniel cette terrible nuit. L'homme, inquiet pour eux, ne savait comment aider. « Vous avez montré plus de compassion en 10 minutes que nos propres enfants en des années », lui dit Fernando lorsqu'ils l'invitèrent chez eux. Pour le remercier, ils lui offrirent 100 000 $, de quoi prendre sa retraite confortablement ou créer son propre entreprise s'il souhaitait continuer à travailler. Jorge pleura, incapable de croire à une telle générosité. « Je n'ai fait que ce qu'aurait fait n'importe quelle personne décente », dit Jorge, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous ai vu ce soir-là, si fragile, si effrayé, et ça m'a brisé le cœur. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. »« C'est exactement pourquoi vous méritez cette gratitude, » répondit Carmen en l'embrassant. « Vous avez fait ce qu'une personne décente ferait, mais nos propres enfants ne l'ont pas fait. Cela vous rend plus précieux pour nous qu'eux. » L'histoire de Carmen et Fernando continua d'apparaître dans les médias pendant des mois. Leur cas devint un symbole d'un problème plus large touchant des milliers de personnes âgées dans tout le pays. On les invita à des émissions de télévision pour raconter leur histoire. Les journaux publièrent des éditoriaux sur la crise de l'abandon des seniors. Des législateurs commencèrent à proposer de nouvelles lois pour protéger les personnes âgées contre les abus financiers et émotionnels de leur famille. Pendant ce temps, les 4 enfants subirent pleinement les conséquences de leurs actions. Daniel perdit plus de la moitié de ses clients. Son entreprise, autrefois prospère, peinait désormais à survivre. Lorena, voyant la situation financière se détériorer, le quitta et demanda le divorce. Elle emporta les enfants, Marcia et Valentina, et exigea une pension alimentaire exorbitante. Daniel se retrouva seul, face à la ruine financière, avec une réputation détruite et sans famille. Un après-midi, Daniel apparut dans l'émission de télévision la plus populaire de la ville. L'intervieweur ne fut pas tendre. « Monsieur Ruiz ?» commença l'intervieweur d'une voix dure. « Des millions de personnes ont entendu l'histoire de la façon dont vous et vos frères et sœurs avez abandonné vos parents âgés sous la pluie torrentielle. Que répondez-vous à cela ?» Daniel, visiblement amaigri et ayant vieilli de plusieurs années en quelques mois, bafouilla pour s'expliquer. « C'était une erreur terrible, je n'aurais jamais dû, mais la situation était compliquée. Ma femme avait des opinions. »
Son épouse interrompit l'intervieweur avec un dégoût évident. « Vous blâmez votre épouse pour vos propres décisions de fermer la porte au nez de votre mère malade. » « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. » Daniel tenta de se rattraper, mais il était clair qu'il perdait pied. « Je veux dire que je me suis laissé influencer, que j'ai pris des décisions horribles pour de mauvaises raisons. Et maintenant, qu'espérez-vous accomplir avec cette interview ?» demanda l'intervieweur. Daniel regarda directement la caméra, les yeux humides. « J'espère que mes parents m'écoutent, qu'ils savent combien je regrette mes actions. Et si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout sans hésiter. Maman, papa, si vous regardez ceci, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de réparer. » Mais Carmen et Fernando ne regardaient pas. Ils avaient laissé derrière eux les nouvelles, les émissions, tout le cirque médiatique. Ils étaient concentrés sur la reconstruction de leur vie et sur l'aide à se confronter à des situations similaires. Monica perdit sa clinique pédiatrique. Les parents retirèrent leurs enfants les uns après les autres, ne faisant pas confiance à une médecin qui avait été si cruelle avec ses propres parents. Les dettes s'accumulèrent et la clinique ferma. Monica dut vendre son pantouse de 1 200 000 $ pour payer ses dettes. Son mari Rodrigo la quitta. Comme Lorena avait quitté Daniel en abandonnant le navire qui coulait, Monica sombra dans une profonde dépression. Elle passait des jours sans sortir de son petit appartement, une chute dramatique depuis son pantouse, sans se doucher ni manger correctement. Une nuit, au plus bas, elle envisagea le suicide. Les pilules à la main, prête à tout finir. Puis son téléphone sonna. C'était une ancienne collègue, médecin et mentor des années auparavant. « Monica », dit-elle d'une voix ferme et compatissante, « je sais ce que tu traverses et je sais que tu penses probablement que ta vie est terminée. Mais tu te trompes. Ta carrière telle que tu la connaissais est terminée. Oui, ta réputation publique est détruite. Mais tu es encore vivante. Tu es toujours une médecin talentueuse. Tu peux encore faire quelque chose de significatif avec le reste de ta vie. » « Comment ?» demanda Monica d'une voix brisée. « Personne ne m'embauchera, personne ne me fera confiance. »« Viens travailler avec moi », proposa la mentor. « Je travaille dans une clinique gratuite dans les quartiers pauvres pour des familles qui ne peuvent pas se payer de soins médicaux. Ça ne paie pas bien, presque pas, mais c'est un travail honnête, aider des gens qui en ont vraiment besoin. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin pour reconstruire non pas ta réputation, mais ton âme. » Monica accepta. Elle n'avait pas d'autres options. Mais au fond d'elle, elle comprenait qu'elle méritait cette chute, cette humiliation, cette opportunité de recommencer à zéro. Sébastien vit sa carrière artistique disparaître du jour au lendemain. Les galeries annulèrent ses expositions. Les collectionneurs, qui se disputaient autrefois ses œuvres, ne répondaient même plus à ses appels. Sa femme Natalia, superficielle autant que belle, le quitta lorsqu'elle vit que l'argent disparaissait. « Je ne me suis pas mariée pour ça », lui dit Natalia en rangeant ses affaires. « Je me suis mariée avec un artiste à succès, pas avec un parasite social incapable de vendre une seule peinture. » Sébastien se retrouva seul dans son appartement, autrefois plein de vie et de créativité, maintenant vide et froid. Une nuit, ivre et désespéré, il détruisit toutes ses peintures récentes, déchirant les toiles, répandant de la peinture partout, criant sa frustration et sa haine de lui-même. Quand il se calma enfin, assis par terre au milieu des restes de son travail, il pleura non pas pour les peintures perdues, mais pour quelque chose de bien plus profond. Il pleura pour l'homme qu'il était devenu, pour les valeurs qu'il avait perdues dans sa quête de succès. Pour la première fois depuis le début, Sébastien comprit réellement ce qu'il avait fait. Pas intellectuellement, comme lorsqu'on voit les nouvelles et pense « c'est terrible », mais viscéralement, jusqu'aux os. Il comprit la douleur qu'il avait causée, la trahison, qu'il n'y avait ni excuse ni justification, seulement une vérité simple et horrible. Il avait abandonné ses parents quand ils avaient le plus besoin de lui parce que c'était plus pratique pour lui. Gabriela fit face aux pires conséquences de tous. Non seulement elle perdit son travail, mais son mari Eduardo fut condamné à 3 ans de prison pour fraude. Le scandale fut énorme. Les médias la poursuivaient constamment, la questionnant sur sa connaissance ou son implication dans la fraude. La vérité était plus complexe. Gabriela n'avait pas participé activement à la fraude, mais elle en avait suspecté quelque chose. Elle avait vu les sommes d'argent entrant sur ses comptes cette année-là, entendu des conversations incomplètes entre Eduardo et ses associés, vu des documents qui n'avaient aucun sens, mais choisi de ne pas poser de questions pour ne pas savoir. Car savoir aurait impliqué d'agir. Et agir aurait signifié perdre le style de vie auquel elle était habituée. Ce style de vie avait maintenant disparu. La villa de 2,5 millions fut saisie. Ses voitures de luxe récupérées. Ses comptes bancaires gelés par l'enquête criminelle.
Gabriela se retrouva dans un appartement d'une pièce dans un quartier qu'elle aurait jadis jugé dangereux, travaillant comme assistante administrative dans une petite entreprise de construction, gagnant à peine de quoi survivre. Mais le pire n'était pas la chute financière, c'était la solitude. Ses amis du monde de l'architecture l'avaient abandonnée aussi rapidement qu'elle avait abandonné ses parents. Les appels restaient sans réponse. Les invitations à des événements cessèrent. Même sa fille, qu'elle avait eue à 17 ans avec son premier petit ami et que Carmen avait aidé à élever, refusait de lui parler. « Comment as-tu pu faire ça à grand-mère et grand-père » lui avait demandé Andrea lors de leur dernière conversation. « Grand-mère m'a soigné quand il ne pouvait pas. Elle m'a changé les couches, nourri, veillé sur moi quand j'étais malade, et toi tu lui as fermé la porte au nez quand elle avait besoin de toi. Andrea, s'il te plaît, suppliait Gabriela, essaie de comprendre. Eduardo me mettait la pression. J'avais peur de perdre mon mariage. Ton mariage avec un criminel, répondit Andrea froidement. Un criminel qui a escroqué ton propre père et au lieu de dénoncer, au lieu de protéger tes parents, tu es restée silencieuse parce que ça t'arrangeait. Je ne veux plus te parler. Maman, pas avant que tu comprennes vraiment ce que tu as fait. Et Andrea tint sa parole. Elle ne répondait plus aux appels, ni aux messages. Gabriela avait perdu non seulement ses parents, mais aussi sa fille. Les 4 frères et sœurs avaient tenté à plusieurs reprises de contacter Carmen et Fernando. Ils envoyèrent des lettres, des cadeaux, des fleurs. Daniel engagea même un médiateur professionnel pour faciliter une réconciliation, mais Carmen et Fernando restèrent fermes dans leur décision. « Ce n'est pas par vengeance », expliqua Carmen à Marcos un jour, alors qu'il prenait un café dans la maison restaurée. « Je ne prends aucun plaisir à voir mes enfants souffrir, mais je ne peux pas non plus faire semblant que nous sommes une famille heureuse. Ils ont pris des décisions qui ont révélé leur vrai caractère et je dois me protéger émotionnellement. Si je les laissais revenir, ils me feraient du mal à nouveau. Peut-être pas de la même manière, mais ils me feraient du mal. »« Je comprends parfaitement, » répondit Marcos, « et je crois que vous prenez la bonne décision. Pardonner ne signifie pas restaurer une relation qui était toxique. Parfois, pardonner signifie lâcher prise et avancer. » Carmen hocha la tête, les larmes aux yeux. La partie la plus difficile, c'est de se rappeler comment ils étaient quand ils étaient petits. Daniel était si affectueux, toujours prêt à m'aider en cuisine. Monica protégeait tellement ses petits frères et sœurs. Sébastien était si sensible, il pleurait quand il voyait des animaux blessés. Gabriela était si douce, toujours à me dire qu'elle m'aimait. Où sont passés ces enfants? À quel moment l'argent et le succès les ont-ils corrompus à ce point? Peut-être que nous ne le saurons jamais, dit doucement Marcos. Mais ces enfants dont vous vous souvenez ont fait leur propre choix en grandissant, et ces choix ont des conséquences. 1 an s'était écoulé depuis cette terrible nuit sous la pluie. La vie de Carmen et Fernando avait complètement changé. Ils vivaient confortablement dans leur maison restaurée, sans soucis financiers. La Fondation Ruiz avait aidé plus de 500 personnes âgées dans des situations similaires, leur fournissant un soutien légal pour protéger leurs biens, un soutien financier pour les dépenses médicales, surtout un soutien émotionnel pour guérir du traumatisme de l'abandon familial. Carmen et Fernando étaient devenus des défenseurs éminents des droits des seniors. Ils donnaient des conférences dans les universités, apparaissaient dans des documentaires et travaillaient avec des législateurs pour créer des lois plus strictes contre les abus envers les personnes âgées. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction, dit Fernando à Carmen un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement. Parfois, je pense que cette nuit sous la pluie, horrible qu'elle ait été, devait arriver. Elle nous a conduits à ce but. Carmen prit la main de Fernando, sentant les cicatrices du travail acharné d'une vie entière. Je ne sais pas si cela devait arriver, dit-elle pensivement. Mais je peux dire que nous avons trouvé un sens dans la douleur. Nous avons transformé notre tragédie en quelque chose qui aide les autres, et ça compte. Cette même nuit, on frappa à la porte. Il était tard, presque 22 heures, et Carmen et Fernando recevaient rarement des visites à cette heure-là. Fernando regarda par le Judas, son expression se durcit. C'étaient leurs 4 enfants, tous debout sur le porche, attendant. « N'ouvre pas !» murmura Carmen, la panique dans la voix. « S'il te plaît, Fernando, n'ouvre pas !» Fernando hésita. Malgré tout, malgré la douleur et la trahison, il ressentait encore ce lien dans son cœur. C'étaient ses enfants, les bébés qu'il avait portés, les enfants à qui il avait appris à faire du vélo, les adolescents dont il avait patiemment écouté les préoccupations. Mais alors il se souvint de cette nuit. Le froid pénétrant, la pluie incessante, les portes fermées, le désespoir absolu. Sa résolution se raffermit. « Je n'ouvrirai pas, » dit fermement Fernando, « mais je vais leur parler. » Il s'approcha de la porte, mais ne l'ouvrit pas. Il parla à travers. « Que voulez-vous »
Un moment de silence surpris suivit, puis la voix tremblante de Daniel. « Papa, s'il te plaît, nous devons parler avec toi et maman. Laisse-nous juste expliquer. » « Vous avez déjà eu votre chance d'expliquer, » interrompit Fernando. « Vous avez eu des mois pour vous expliquer en nous pressant de vendre notre maison. Vous avez eu toute une nuit pour vous expliquer quand nous avons frappé à vos portes sous la pluie. Il n'y a plus rien à expliquer. Papa, nous avons changé, » dit la voix brisée par les sanglots. « Nous comprenons maintenant ce que nous avons fait. Nous comprenons que c'était horrible, impardonnable, mais nous essayons d'être de meilleures personnes. »« Ça ne compte pas pour rien, » répondit Fernando. Carmen s'approcha de la porte, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Elle posa sa main sur le bois, sachant que ses enfants étaient juste derrière. « Avez-vous vraiment changé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ou êtes-vous seulement désolé des conséquences ?» Long silence, puis la voix de Sébastien. « Au début, je n'étais désolé que des conséquences. Je ne vais pas mentir. Mais ensuite, j'ai vu ce que mon abandon a fait à une vieille dame dans la résidence où je fais du bénévolat. Elle s'appelait Doña Mercedes. Elle est morte seule, attendant des enfants qui ne sont jamais venus. Et à ce moment-là, maman, j'ai vraiment compris ce que je t'avais fait et je me suis haï d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Et cela devrait tout réparer ?» dit Fernando d'une voix dure. Une épiphanie tardive efface la douleur qu'ils ont causée. La voix de Gabriela, à peine audible, répondit. « Non, rien n'efface rien. Je n'attends pas que vous me pardonniez. Aucun de nous ne l'attend. Nous voulions seulement que vous sachiez que nous comprenons maintenant, que nous vivons chaque jour avec la honte de ce que nous avons fait et que, si nous pouvions changer le passé, nous le ferions sans hésiter. » Carmen pleura silencieusement. Fernando la serra dans ses bras, tous deux debout devant la porte fermée qui les séparait de leurs enfants. « Partez, » dit enfin Fernando, la voix brisée. « S'il vous plaît, partez. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est trop douloureux. »« Papa, maman, » dit Daniel avec désespoir, « laissez-nous au moins, laissez-nous gagner votre pardon. Laissez-nous prouver que nous avons changé. Quoi que vous ayez besoin, nous le ferons. » « Ce dont nous avons besoin, » dit Carmen avec une fermeté qui la surprit elle-même, « c'est de la paix. La paix pour vivre le reste de nos vies sans le stress constant de nous demander quand vous allez nous faire mal à nouveau. Et cette paix ne peut venir que si vous n'êtes pas dans nos vies. »« Mais nous sommes la famille, » s'écria Monica. « La famille, c'est plus que le sang, » répondit Carmen. « La famille, c'est l'amour, la loyauté, le soutien. Et vous avez montré que vous n'aviez rien de tout cela envers nous. Donc non, vous n'êtes plus notre famille, pas de la manière qui compte. » Le silence qui suivit fut lourd, rempli de douleur des deux côtés de la porte. Finalement, ils entendirent leurs enfants s'éloigner, leurs pas résonnant sur l'allée, une voiture démarrant et partant. Carmen s'effondra dans les bras de Fernando, sanglotant. « Avons-nous fait ce qui était juste ?» demanda-t-elle entre les larmes. « Ou sommes-nous aussi cruels qu'ils l'ont été avec nous ?»« Ce n'est pas la même chose, » répondit Fernando, lui-même en larmes. « Ils nous ont rejetés alors que nous étions désespérés et malades, sans aucun endroit où aller. Nous les rejetons pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Ce n'est pas la même chose. Carmen, pas la même chose. » Les mois suivants furent plus calmes. Les 4 frères et sœurs cessèrent de tenter de contacter directement leurs parents. Chacun commença à faire de vrais changements dans sa vie, des changements que Carmen et Fernando apprendraient éventuellement par des connaissances mutuelles ou les médias. Daniel avait fermé son entreprise et travaillait maintenant comme consultant financier pour des organisations à but non lucratif, aidant spécifiquement les fondations qui soutiennent les seniors. Il ne gagnait presque rien comparé à avant, mais trouvait un sens qu'aucun argent ne lui avait jamais donné. Monica continuait à travailler dans la clinique gratuite, soignant les familles pauvres incapables de payer des soins. Elle vivait modestement dans un petit appartement et avait vendu toutes ses possessions luxueuses. Le week-end, elle faisait du bénévolat dans des maisons de retraite, passant du temps avec des seniors sans famille. Sébastien enseignait l'art dans une école publique d'un quartier pauvre. Il continuait à peindre, mais donnait désormais toutes ses œuvres à des ventes aux enchères caritatives, ne gardant jamais l'argent pour lui. Gabriela travaillait dans la construction de logements à faible coût, utilisant ses compétences en architecture pour concevoir des maisons dignes pour des familles qui ne pouvaient pas se permettre un architecte. Elle vivait dans un appartement modeste, conduisait une vieille voiture et avait complètement abandonné le style de vie luxueux qu'elle considérait autrefois comme essentiel. Carmen écoutait ses rapports avec des sentiments mitigés. Une partie d'elle était fière que ses enfants fassent enfin quelque chose de significatif de leur vie. Mais l'autre partie, celle qui saignait encore de la trahison, se demandait si ces changements étaient sincères ou simplement une autre forme de manipulation.
Peut-être qu'ils essaient de gagner notre pardon en faisant des œuvres de charité, dit Carmen à Marcos un jour lors de leur discussion régulière. Peut-être, admit Marcos. Ou peut-être apprennent-ils enfin ce que vous et Fernando avez essayé de leur enseigner toute leur vie, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent, mais à la façon dont elle traite les autres, surtout les plus vulnérables. Penses-tu que je devrais leur parler à nouveau un jour? Demanda Carmen. La question la hantait constamment. Marcos réfléchit attentivement avant de répondre. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse correcte ou incorrecte à cette question. Carmen, vous seul pouvez décider quand, si jamais vous êtes prête à ouvrir cette porte. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Ne le faites pas par culpabilité ou parce que vous pensez que vous devriez. Faites-le seulement si vous sentez réellement que vous pouvez reconstruire une relation sans vous blesser en chemin. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit sous la pluie. Carmen avait 74 ans, Fernando 77. Leur santé était relativement bonne pour leur âge, grâce aux meilleurs médecins qu'ils pouvaient désormais se permettre et au stress réduit dans leur vie. La fondation Ruiz avait beaucoup grandi. Elle disposait maintenant de bureaux dans 5 villes et avait aidé plus de 2000 seniors. Elle avait joué un rôle clé dans l'adoption de 3 nouvelles lois protégeant les personnes âgées contre les abus financiers familiaux. Un jour de printemps, Carmen reçut une lettre. Elle ne venait d'aucun de ses enfants, mais de sa petite fille Andrea, la fille de Gabriela, qu'elle avait aidé à élever. « Chère grand-mère » commençait la lettre. « Cela fait 2 ans que j'ai parlé avec ma mère, 2 ans depuis que toute notre famille a implosé à cause de ce qu'ils t'ont fait. J'ai passé ces 2 années à observer de loin, voyant comment toi et grand-père, ainsi que mes oncles et ma mère, avaient changé. J'ai vu ta fondation et le travail incroyable que vous faites. J'ai vu comment tu as transformé ta douleur en quelque chose qui aide des milliers de personnes. J'ai toujours su que tu étais forte, mais maintenant je vois que tu es plus que forte. Tu es inspirante. J'ai aussi observé ma mère. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler d'elle et je comprends parfaitement, mais je sens que tu as besoin de savoir ceci. Elle a vraiment changé. Grand-mère, ce n'est plus la femme superficielle obsédée par le statut qu'elle était il y a 2 ans. Elle vit dans un petit appartement. Elle travaille sur des projets de logement pour les pauvres. Elle a renoncé à tout le luxe qu'elle considérait auparavant comme essentiel. Mais plus que tout, je l'ai vue pleurer. Je l'ai entendu parler de vous, de ce qu'elle a fait, de comment elle vit chaque jour avec la honte et le remords. Elle ne te dit pas cela directement parce qu'elle respecte ta décision de ne pas avoir de contact, mais je pensais que tu méritais de le savoir. Je ne te demande pas de la pardonner. Je ne te demande pas de restaurer la relation. Je te dis seulement ce que j'ai observé. Ce que tu feras de cette information dépend entièrement de toi. Je t'aime, grand-mère, et tu me manques. J'aimerais te voir un jour, si tu le veux, avec tout mon amour. Andrea. Carmen lut la lettre 3 fois, les larmes coulant librement sur ses joues. Fernando la trouva assise dans le jardin, tenant la lettre, regardant dans le vide. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» demanda Fernando en s'asseyant à côté d'elle, grognant à cause de son arthrite. Carmen lui tendit la lettre. Fernando la lut en silence, ses propres larmes commençant à couler lorsqu'il arriva à la fin. « Que veux-tu faire ?» demanda Fernando après un long silence. « Je ne sais pas, » admit Carmen. Une partie de moi veut croire qu'ils ont changé, mais une autre partie a tellement peur d'être blessée à nouveau. « Et Andrea ?» demanda Fernando. « Elle ne t'a rien fait. Nous l'avons punie parce que sa mère a péché. » Carmen réfléchit. Andrea était innocente. Plus que cela, Andrea avait pris une position morale lorsque toute la famille avait implosé, choisissant de ne pas parler à sa mère à cause de ce qu'elle avait fait. Cela demandait du courage. « Je veux voir Andrea », décida finalement Carmen, « mais seulement elle. Je ne suis pas encore prête à voir les autres. » Fernando hocha la tête. « Alors, c'est ce que nous ferons. » La rencontre avec Andrea fut émotive. La jeune femme de 20 ans arriva seule, comme Carmen l'avait demandé. Lorsque Carmen ouvrit la porte et vit sa petite fille debout là, elles commencèrent toutes deux à pleurer immédiatement. Elles s'embrassèrent pendant ce qui semblait être une éternité, toutes deux sanglotant, toutes deux disant en même temps « Tu m'as tellement manqué ». Elles passèrent l'après-midi ensemble, rattrapant le temps perdu sur les 2 dernières années. Andrea parla de l'université, de son nouveau petit ami, de ses projets futurs. Carmen lui parla de la fondation, des personnes qu'elles avaient aidées, de comment elle avait trouvé un nouveau but dans sa douleur. « Grand-mère, » dit Andrea à un moment de la conversation, « je vais te poser une question et sois complètement honnête. Penses-tu qu'un jour tu pourras pardonner à ma mère et à mes oncles ?» Carmen réfléchit avant de répondre. « Honnêtement, Andrea, je ne sais pas. Le pardon est compliqué à certains niveaux. Je l'ai déjà pardonné parce que porter cette haine est trop lourd.
Mais pardonner ne signifie pas oublier et ne signifie pas restaurer la relation comme si rien ne s'était passé. Mais y a-t-il une possibilité? Insista Andrea. Même une petite. Carmen regarda sa petite fille, vit l'espoir dans ses yeux et sentit son cœur s'adoucir un peu. Peut-être, dit-elle enfin, si elles ont vraiment changé. Comme tu dis, si elles démontrent de manière constante pendant des années, pas des mois, mais des années, qu'elles sont différentes, alors peut-être qu'un jour je pourrais envisager une relation limitée. Mais ce ne sera jamais comme avant. Cela est perdu pour toujours. Andrea acquiesça, acceptant cette réponse. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, admit-elle. Et c'est juste. Les visites d'Andrea devinrent régulières. Elles venaient toutes les 2 semaines, parfois plus souvent. Carmen et Fernando retrouvèrent la joie d'avoir quelqu'un de la jeune génération dans leur vie. Andrea leur rappelait pourquoi elles avaient tant travaillé, pourquoi elles avaient tant sacrifié. Elle représentait la génération future, une génération qui, espérait-il, apprendrait des erreurs de ses parents. Un jour, Andrea arriva avec une proposition. « Grand-mère, grand-père » commença-t-elle nerveusement. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vais obtenir mon diplôme universitaire le mois prochain et j'aimerais que vous soyez là. » « Bien sûr que nous serons là, » répondit immédiatement Carmen, puis elle s'arrêta. « Attends, ta mère sera là, n'est-ce pas ?» Andrea acquiesça. « Oui, et probablement mes oncles aussi, bien que je ne sois pas sûr, mais je peux organiser les choses pour qu'ils s'asseyent dans des sections différentes, pour qu'ils n'aient pas à interagir s'ils ne veulent pas. » Carmen et Fernando échangèrent un regard, une conversation silencieuse que seuls les couples ensemble depuis plus de 50 ans peuvent avoir. « Nous irons, » dit enfin Fernando. « Nous ne manquerons ton diplôme pour rien au monde. » Le jour de la remise des diplômes arriva. Carmen se leva tôt, plus nerveuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle essaya 3 robes différentes avant de choisir une robe bleu marine que Fernando lui avait récemment achetée. Fernando enfila son meilleur costume, celui que Marcos avait insisté pour lui acheter pour les événements de la fondation. « Nous avons fière allure, » dit Fernando en se regardant dans le miroir à côté de Carmen, comme le couple élégant que nous avons toujours mérité d'être. Carmen sourit malgré ses nerfs. « Je n'ai jamais eu besoin de l'élégance, mon amour. J'avais juste besoin de toi. » Ils arrivèrent tôt à l'auditorium de l'université. Andrea leur avait réservé des places au 3e rang, un emplacement privilégié. Alors qu'ils attendaient le début de la cérémonie, Carmen ne pouvait s'empêcher de chercher ses enfants du regard. Elle les vit finalement. Les 4 étaient assis ensemble dans une section différente, près du fond. De loin, Carmen put voir qu'ils avaient tous l'air différents, plus maigres, plus marqués par la vie, plus humbles dans leur allure. Daniel ne portait plus son costume cher. Monica n'avait plus ses bijoux ostentatoires. Sébastien était presque méconnaissable sans son esthétique d'artiste prétentieux. Gabriela, son bébé, semblait fatigué mais d'une manière plus authentique qu'avant. Quand les 4 remarquèrent Carmen et Fernando, leurs expressions étaient un mélange de choc et d'espoir. Daniel fit un geste comme pour se lever, mais Monica le retint en secouant la tête. Ils avaient compris le message, respecté la distance que leurs parents avaient établie. La cérémonie fut magnifique. Quand Andrea marcha sur scène pour recevoir son diplôme en psychologie, Carmen et Fernando se levèrent et applaudirent de toute leur force, criant son nom, sans se soucier des regards des autres dans l'audience. Andrea chercha leur visage dans la foule et, lorsqu'elle les trouva, son sourire s'élargit tellement qu'il illumina tout son visage. Elle leur fit signe puis posa sa main sur son cœur, un geste qui en disait plus que 1000 mots. Après la cérémonie, alors qu'ils attendaient Andrea à l'extérieur de l'auditorium, les 4 enfants s'approchèrent. Carmen sentit son cœur s'accélérer, ses paumes commençaient à transpirer. « Maman, papa » dit Daniel en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Nous voulions juste vous dire que nous sommes contents de vous voir, que vous allez bien, et nous espérons. » Sa voix se brisa et il ne put continuer. Monica poursuivit là où il s'était arrêté. « Nous espérons qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais un jour, nous pourrons parler, commencer à guérir. Nous n'attendons pas que les choses redeviennent comme avant, mais peut-être que nous pourrons construire quelque chose de nouveau. » Carmen regarda ses 4 enfants, vit les larmes dans leurs yeux, le remords sincère dans leurs expressions et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans, un adoucissement dans son cœur. « Pas aujourd'hui, » dit fermement Carmen, mais pas par cruauté. « Je ne suis pas prête aujourd'hui, mais je continuerai à observer, à voir si les changements dont Andrea m'a parlé sont réels et durables. Et s'ils le sont, alors peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une conversation, mais ce sera selon mes conditions, quand je serai prête. » Les 4 frères et sœurs acquiescèrent, acceptant cela comme plus que ce à quoi ils s'attendaient. « Merci » murmura Gabriela.
Merci de ne pas avoir fermé la porte complètement. La porte est restée fermée pendant 2 ans, répondit Fernando. Elle est toujours fermée, mais peut-être, juste peut-être, pas verrouillée. C'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Et avec cela, Carmen et Fernando s'éloignèrent, main dans la main, laissant leurs 4 enfants là, traitant les premières paroles échangées en 2 ans. Cette nuit-là, à la maison, Carmen ne put dormir. Elle pensait encore à l'expression sur les visages de ses enfants, au remords sincère qu'elle avait vu là. « Penses-tu que nous devrions leur donner une chance ?» demanda-t-elle à Fernando dans l'obscurité de leur chambre. « Je ne sais pas, » admit Fernando. « Mon cœur dit oui, mais ma tête me dit non. C'est compliqué. Tout est compliqué avec les enfants, » répondit Carmen. « Mais peut-être qu'Andrea a raison. Peut-être ont-ils vraiment changé, ou peut-être regrettent-ils seulement les conséquences, » ajouta Fernando, mais sa voix manquait de conviction. Encore plusieurs mois passèrent. Andrea continua d'être le pont entre Carmen et Fernando et leurs enfants. Elle apportait des nouvelles de comment chacun poursuivait son travail bénévole, comment ils vivaient des vies plus modestes et significatives. Puis arriva le moment décisif. Fernando eut un autre AVC. Celui-ci fut plus grave que les précédents. Carmen était avec lui lorsque cela se produisit, un après-midi tranquille à la maison. Un moment. Fernando lisait le journal et l'instant suivant, il s'effondra dans sa chaise, inconscient. Carmen appela immédiatement l'ambulance, criant de panique. À l'hôpital, les médecins lui dirent que Fernando avait eu un AVC massif. Il était vivant mais dans un état critique. Les prochaines 48 heures seraient cruciales. Carmen appela Andrea, sa voix brisée par la panique et les larmes. « Andrea, ton grand-père est à l'hôpital. C'est grave, très grave. »« J'arrive tout de suite, » répondit Andrea immédiatement. « Veux-tu que j'avertisse ma mère et mes oncles ?» Carmen hésita. Une partie d'elle voulait les tenir à l'écart, même maintenant. Mais une autre partie, celle qui comprenait que cela pourrait être leur dernière chance de voir leur père, ne pouvait être aussi cruelle. « Dites-leur, » finit par dire Carmen, mais qu'ils viennent en sachant que je peux dire non. C'est ma décision. Les 4 frères et sœurs arrivèrent à l'hôpital en moins d'1 heure. Carmen était assise dans la salle d'attente lorsqu'ils arrivèrent, le visage pâle, les mains tremblantes. Lorsqu'ils la virent, tous restèrent figés, attendant de voir comment elle réagirait. Carmen les regarda un par un. Elle vit la peur véritable sur leur visage, l'inquiétude pour Fernando, qui était clairement réelle. « Vous pouvez rester », dit enfin Carmen, sa voix à peine un murmure. Mais en silence. « Je ne veux pas parler maintenant. Seulement vous pouvez rester. » C'était un petit geste, mais pour ces 4 enfants, c'était comme si on leur avait donné le monde. Ils s'assirent dans la salle d'attente, gardant une distance respectueuse de Carmen, mais présents. Pour la première fois en 2 ans, ils étaient là quand cela comptait vraiment. Les heures passèrent lentement. Les médecins sortaient périodiquement avec des mises à jour, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Fernando luttait. Son cerveau avait subi des dommages importants. Il n'était pas sûr s'il se réveillerait, et s'il le faisait, il ne savait pas quel niveau de fonction cognitive il aurait. Carmen resta forte pendant tout cela, répondant aux questions des médecins, prenant des décisions sur les traitements. Mais quand elle fut enfin autorisée à voir Fernando, lorsqu'elle vit son mari de 55 ans branché à des dizaines de machines, inconscient, sa force s'effondra. Elle s'assit à côté de son lit et prit sa main, la même main qu'elle avait tenue pendant tant d'années, et pleura. Elle pleura pour l'homme qu'elle aimait. Elle pleura pour toutes les années qu'ils avaient partagées. Elle pleura pour la possibilité que ce soit la fin. « Ne me laisse pas » murmura Carmen en embrassant sa main. « S'il te plaît, mon amour, ne me laisse pas. Pas encore. Nous avons encore de la vie à vivre ensemble. Nous avons encore des souvenirs à créer. S'il te plaît, bats-toi, batte-toi pour nous. » Dehors, les 4 frères et sœurs observaient à travers la vitre. Voir leur mère ainsi, si brisée, si vulnérable, leur brisa le cœur d'une manière que rien d'autre n'avait pu faire. « Nous devrions être là avec elle, » dit Monica d'une voix brisée. « Elle ne devrait pas être seule, mais elle nous a tenus à l'écart parce que nous le méritions, » répondit Daniel. « Parce que nous l'avons abandonnée quand elle avait besoin de nous. Maintenant, nous devons respecter sa décision de nous tenir à l'écart quand elle a besoin d'espace. » Les 48 heures critiques passèrent. Fernando survécut, mais les médecins dirent que le chemin de la récupération serait long et difficile. Il aurait besoin d'une rééducation intensive, pourrait récupérer certaines fonctions, mais ne serait jamais complètement le même. Pendant les jours où Fernando resta aux soins intensifs, Carmen vivait pratiquement à l'hôpital et, pendant tout ce temps, ses 4 enfants étaient aussi présents, pas dans la chambre, mais dans la salle d'attente.
Ils arrivaient tôt chaque matin et restaient tard chaque soir. Ils apportaient de la nourriture pour Carmen, même si elle mangeait rarement. Ils lui apportaient des oreillers et des couvertures. Ils s'assuraient qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ils ne parlaient pas beaucoup. Carmen n'était pas encore prête pour des conversations profondes, mais leur présence, leur soutien silencieux commença à adoucir quelque chose dans son cœur. Une nuit, une semaine après l'AVC de Fernando, Carmen sortit de la chambre pour se tirer les jambes. Il était presque minuit et elle espérait que la salle d'attente serait vide. Mais les 4 étaient là, tous endormis sur des chaises inconfortables, refusant de rentrer chez eux. Carmen s'arrêta et les observa. Daniel dormait, sa veste comme oreiller, le visage marqué par la fatigue. Monica avait la tête appuyée contre le mur, encore vêtue de ses habits de la clinique gratuite. Sébastien était recroquevillé en position fétale sur 2 chaises collées. Gabriela était allongée contre le bras de Daniel, tous 2 inconscients. Ils semblaient vulnérables, fatigués, humains. Carmen sentit des larmes couler dans ses yeux. Ce sont ses enfants. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, malgré la douleur qu'ils avaient causée, ils restaient ses enfants. Et ils étaient là, dormant sur des chaises d'hôpital inconfortables, refusant de partir, essayant d'être présents pour elle de la seule manière qu'ils connaissaient. « Pourquoi êtes-vous tous encore là ?» demanda Carmen à voix haute, réveillant les 4. Ils se réveillèrent en sursaut, désorientés un instant. Daniel parla en premier. « Parce que nous avons besoin de toi, maman. Et nous espérions que peut-être toi aussi tu aurais besoin de nous. »« Vous êtes venus tous les jours ?» observa Carmen. « Pourquoi ?»« Parce que la dernière fois que tu étais à l'hôpital avec papa malade, nous n'étions pas là, » répondit Monica, les larmes coulant sur son visage. « Nous n'étions pas là quand on avait le plus besoin de nous, mais nous sommes là maintenant et nous resterons ici même si tu nous dis de partir, même si tu ne nous pardonnes jamais. Nous serons là parce que c'est la bonne chose à faire. » Carmen s'assit sur l'une des chaises vides, épuisée physiquement et émotionnellement. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » dit-elle honnêtement. La douleur est si profonde, la trahison était si totale. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous faire confiance à nouveau. Nous comprenons, dit Sébastien, et nous n'attendons pas de pardon. Nous espérons pouvoir être dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Même de loin, même seulement comme des connaissances qui t'apportent du café à l'hôpital, c'est plus que ce que nous méritons. Gabriela s'agenouilla devant sa mère, la regardant droit dans les yeux. « Maman, j'ai pensé chaque jour à cette nuit où tu m'as fermé ta porte, à comment j'ai choisi un homme qui me manipulait plutôt que la femme qui m'a donné la vie et m'a élevé quand j'ai commis l'erreur de tomber enceinte à 17 ans. Je t'ai choisi alors que j'avais besoin d'aide, mais je ne t'ai pas choisi quand tu avais besoin de moi, et je vivrai avec cette honte pour le reste de ma vie. Nous vivrons tous avec cela, ajouta Daniel. Mais si tu nous donnes la chance, nous passerons le reste de nos vies à essayer de compenser. Pas parce que nous espérons que cela effacera ce que nous avons fait, mais parce que c'est ce que nous aurions dû faire dès le début. » Carmen les regarda tous les 4. Elle vit le remords sincère sur leur visage. Elle entendit la sincérité dans leur voix et prit une décision. « Très bien, dit-elle enfin. Vous pouvez rester, vous pouvez aider, mais cela ne signifie pas que tout est pardonné. Cela ne signifie pas que nous redeviendrons une famille heureuse comme si rien ne s'était passé. Cela signifie que je suis prête à laisser commencer le long, très long processus de regagner une place dans ma vie. Comprenez-vous » Les 4 hochèrent vigoureusement la tête, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. « Nous comprenons, dit Daniel, et nous te promettons, maman, que cette fois sera différente. Cette fois, nous te montrerons que nous avons vraiment changé. » Et ainsi commença la lente, douloureuse, mais finalement pleine d'espoir reconstruction d'une famille brisée. Fernando passa 2 mois à l'hôpital en rééducation. Pendant tout ce temps, Carmen ne fut jamais seule. Ses 4 enfants se relayaient pour être avec elle, pour la soutenir, pour l'aider dans les 1001 tâches liées à prendre soin de quelqu'un gravement malade. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, des moments où de vieilles rancunes refaisaient surface. Parfois, Carmen regardait l'un de ses enfants et se rappelait cette nuit sous la pluie et la douleur était aussi fraîche que si c'était hier. Mais il y eut aussi des moments de véritable connexion, des moments où Monica utilisait son expérience médicale pour aider Carmen à comprendre le pronostic de Fernando, des moments où Daniel gérait tous les aspects financiers et d'assurance du traitement, s'assurant que Carmen n'ait pas à se soucier de cela, des moments où Sébastien apportait des peintures pour décorer la chambre d'hôpital de Fernando, rendant l'espace moins stérile et plus chaleureux, des moments où Gabriela réaménageait la maison de Carmen pour faciliter les déplacements de Fernando lorsqu'il rentrerait enfin à la maison. Et lentement, très lentement, quelque chose commença à guérir. Quand Fernando se réveilla enfin complètement de son état semi-conscient, la première personne qu'il vit fut Carmen.
Elle tenait sa main, comme elle l'avait fait pendant des semaines. « Bonjour, mon amour !» murmura Carmen, les larmes de joie aux yeux. « Tu es revenu parmi nous. »« Je ne suis jamais parti, » réussit à dire Fernando. Son discours était lent et laborieux à cause de l'AVC. « Toujours ici avec toi. Les enfants sont là, » lui dit Carmen doucement. « Ils ont été là tous les jours. Veulent-ils te voir ?» Fernando ferma les yeux pour assimiler cette information. « Ils ont changé ?» demanda-t-il enfin. « Je crois que oui, » répondit Carmen. « Je crois vraiment que oui. » Lorsque les 4 enfants entrèrent dans la chambre et virent leur père éveillé pour la première fois depuis des semaines, ils ne purent contenir leurs émotions. Ils s'approchèrent de son lit, chacun touchant son bras, sa main, son épaule, se reconnectant physiquement avec l'homme qui leur avait donné la vie. « Papa !» dit Daniel d'une voix tremblante, « je suis tellement désolé, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Fernando les regarda un par un, les yeux humides, les actions parlant plus que les mots. Il réussit à dire difficilement, « Montrez-moi que vous avez changé. »« Nous le ferons. Papa, promis Monica, nous te promettons que nous le ferons. » Et ils tinrent cette promesse. Pendant les mois suivants, tandis que Fernando poursuivait sa rééducation, les 4 frères et sœurs démontrèrent leur engagement non seulement par des mots, mais par des actions constantes. Ils participèrent activement à sa récupération, assistant aux séances de physiothérapie, apprenant à l'aider avec les exercices à la maison, s'assurant que Carmen ait le soutien nécessaire. Mais plus important encore, ils poursuivirent les changements qu'ils avaient apportés dans leur propre vie. Daniel continua de travailler avec des organisations à but non lucratif. Monica continua à la clinique gratuite. Sébastien continua d'enseigner l'art aux enfants pauvres. Gabriela continua de concevoir des logements à faible coût. Ils ne le faisaient pas pour impressionner leurs parents. Ils le faisaient parce qu'ils avaient enfin trouvé un sens à servir les autres plutôt que de se servir eux-mêmes. 3 ans après cette terrible nuit sous la pluie, la famille Ruiz se réunit chez Carmen et Fernando pour célébrer le 78e anniversaire de Fernando. C'était une petite réunion. Carmen, Fernando, les 4 enfants et les petits-enfants, y compris Andrea. L'atmosphère était différente de celle des réunions familiales avant tout ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune prétention, aucun luxe ostentatoire. La nourriture était simple, mais faite avec amour. Les conversations étaient sincères, les rires vrais. Fernando, bien qu'il marchât encore avec une canne et que sa parole ne soit jamais complètement revenue, était heureux. Il regarda autour de la table, vit sa famille réunie et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Après le dîner, Daniel se leva et demanda l'attention. « Maman, papa » commença-t-il d'une voix ferme. « Je sais que nous avons parlé de cela plusieurs fois ces dernières années, mais mes frères et moi voulions officialiser quelque chose. » Il sortit une enveloppe et la tendit à Carmen et Fernando. « Ceci est un acte de propriété, entièrement à vos noms, sans clause, sans condition. Et c'est un accord signé par nous 4, où nous renonçons formellement à toute revendication sur cette propriété pendant votre vie ou après. » Carmen ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Effectivement, là se trouvait le document légal, signé par les 4 enfants et notarié. De plus, continua Monica, nous avons mis en place un fonds en fiducie qui garantit que vous aurez toujours assez d'argent pour tous vos besoins médicaux ou personnels. Ce n'est pas de la charité, c'est notre devoir en tant qu'enfant. C'est ce que cela aurait toujours dû être. Et enfin, ajouta Sébastien, nous voulons que vous sachiez que si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, nous serons là sans condition, sans attendre quoi que ce soit en retour, simplement parce que vous êtes nos parents et que nous vous aimons. Gabriela, la plus jeune, parla pour finir. Nous savons que nous ne pourrons jamais compenser complètement ce que nous avons fait. Nous savons que la confiance que nous avons brisée ne se restaurera peut-être jamais totalement, mais nous voulons passer le reste de nos vies à essayer. Pas parce que nous attendons un pardon, mais parce que c'est la chose juste à faire. Carmen et Fernando se regardèrent, les larmes coulant sur leur visage. 3 années s'étaient écoulées depuis cette horrible nuit, 3 ans de douleur, de guérison lente, de reconstruction prudente. « Je les ai déjà pardonnés », dit finalement Carmen, la voix brisée par l'émotion. « Pas immédiatement, pas facilement, mais à un moment donné de l'année écoulée, je les ai pardonnés parce que j'ai vu que leur repentir était sincère. J'ai vu que leurs actions correspondaient à leurs paroles. J'ai vu qu'ils étaient devenus les personnes que j'avais toujours espéré qu'ils soient. »« Merci » murmura Daniel, tombant à genoux devant sa mère. Ses frères firent de même, les 4 agenouillés devant leurs parents en pleurs. Carmen et Fernando posèrent leurs mains sur les têtes de leurs enfants, bénissant la prochaine génération, pardonnant le passé, embrassant un futur incertain mais rempli d'espoir. « La famille n'est pas parfaite » dit Fernando, son discours lent mais clair.
Elle est compliquée, difficile, mais elle vaut la peine d'être défendue. Et il avait raison. La famille qui se tenait autour de cette table ce jour-là n'était plus la même que 3 ans plus tôt. Elle était différente, marquée, mais d'une certaine manière plus forte pour avoir été brisée et reconstruite. Les années suivantes furent les plus paisibles que Carmen et Fernando avaient connues depuis des décennies. Leurs enfants leur rendaient visite régulièrement, non par obligation, mais par désir sincère. Les petits-enfants passaient du temps avec leurs grands-parents, apprenant les histoires familiales, valorisant la connexion intergénérationnelle qui avait failli se perdre à jamais. La fondation Ruiz continua de croître, maintenant avec l'aide active des 4 enfants. Daniel gérait les finances. Monica offrait des soins médicaux gratuits aux personnes âgées aidées. Sébastien donnait des cours d'art-thérapie. Gabriela concevait des modifications de logement pour rendre les maisons plus accessibles aux seniors. Ils ne le faisaient pas pour impressionner leurs parents. Ils le faisaient parce qu'ils avaient enfin trouvé un sens à servir les autres plutôt que de se servir eux-mêmes. Lorsque Carmen eut 80 ans, ses 4 enfants organisèrent une célébration spéciale. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était significatif. Ils invitèrent toutes les personnes que Carmen et Fernando avaient aidées à travers la fondation, des dizaines de personnes âgées sauvées de situations abusives, protégées de fils ou filles avides, qui avaient retrouvé dignité et sécurité grâce au travail de leurs parents. « Chère maman, dit Gabriela lors de son discours, il y a 5 ans, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Je t'ai fermé la porte quand tu avais le plus besoin de moi. Je pensais avoir mes priorités claires, que mon mariage et ma carrière étaient les plus importants, mais je me trompais complètement. » Gabriela fit une pause, s'essuyant les larmes. « Tu m'as enseigné le vrai sens de l'amour et du sacrifice, même si j'ai dû apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Et maintenant, chaque jour, j'essaie de vivre selon les valeurs que toi et papa avaient toujours portées, mais que j'avais oubliées. Merci de ne jamais l'avoir abandonné, merci de nous avoir donné une autre chance, et merci d'avoir été le genre de mère que tu as toujours été, même quand nous ne le méritions pas. » Peu de gens dans la salle avaient les yeux secs lorsque Gabriela termina son discours. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités, Carmen et Fernando s'assirent sur leur porche, regardant les étoiles, comme ils l'avaient fait des milliers de fois au cours de leurs 58 ans de mariage. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda Fernando, prenant la main de Carmen. « Toute la douleur, toute la lutte, est-ce que ça en valait la peine ?» Carmen réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas si ça en valait la peine, » dit-elle honnêtement. « Il y a encore des jours où je me souviens de cette nuit sous la pluie, et la douleur est aussi fraîche que si c'était hier. Mais je sais une chose. À la fin, nous avons retrouvé quelque chose de précieux. Pas exactement ce que nous avions avant, mais quelque chose de différent, quelque chose qui a été éprouvé par le feu et a survécu. Alors peut-être que je ne dirais pas que ça en valait la peine, mais je dirais qu'au moins, nous avons trouvé un sens dans la douleur, et ça compte pour quelque chose. » Fernando hocha la tête, comprenant parfaitement. Ils avaient traversé la vallée la plus sombre et en étaient sortis de l'autre côté, marqués mais survivants. Leur famille avait été brisée puis reconstruite. Et même si elle ne serait jamais la même, elle était authentique d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. « Je t'aime » murmura Fernando en embrassant la main de Carmen. « Et je t'aime aussi » répondit Carmen. « Toujours, même quand tout s'effondrait, même quand nous n'avions rien d'autre que l'un l'autre, je t'ai toujours aimé. » Et à ce moment-là, assis sur leur porche sous les étoiles, avec leur famille enfin en paix, Carmen et Fernando ce qu'ils avaient gagné. Pas de la manière qu'ils avaient espéré. Pas sans douleur ni perte, mais ils avaient gagné. Leur amour avait survécu, leur dignité avait été restaurée, et leurs enfants avaient enfin compris la valeur de la famille. Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais c'était une fin réelle, pleine d'espoir et de rédemption. Et c'était tout ce qu'ils avaient demandé. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touché en la partageant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Cet ami, cette sœur, cette mère qui traverse peut-être une situation difficile avec sa famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'un rappel de la valeur de la famille et du pardon. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, où nous partagerons une autre histoire vraie qui vous touchera profondément. Rappelez-vous, la famille est le trésor le plus précieux que nous ayons, mais c'est aussi notre responsabilité d'enseigner à nos enfants la véritable valeur de l'amour, de la loyauté et de la gratitude. Ne tardons pas à montrer à nos proches combien nous les apprécions. À bientôt dans la prochaine vidéo, et que Dieu bénisse toutes les familles qui luttent pour guérir et se reconstruire. Le pardon est possible, la rédemption est réelle, et n'est jamais trop tard pour changer.